En fait, c'est un truc extrêmement con, mais moi je trouvais ça moins bien, cette photographie-là que j'avais, qui était plus, entre guillemets, contemplative, parce que c'était agréable à faire pour moi et ça m'était facile. Et je me suis dit, si ça m'est agréable et que ça m'est Ah, facile, c'est que tu vois, j'avais du mal à concevoir qu'un truc c'est qui ouf puisse ça. être agréable et Ouais, facile puisse être bien. Et en fait, ce qu'on me disait, c'est, peut-être que comme ça m'est agréable et facile, je l'en fais plus. J'en bah fais oui. plus, il y a plus de matière, tout ça. Et pour moi, ça devait être dur, ça devait être difficile, et c'est quand t'en chies que tu faisais un truc bien. Mhm. C'est pour ça que je poussais la photographie de rue. Et quand il m'a dit ça, d'un coup, j'ai l'impression que tu vois, je me suis dégonflé, quoi. Tu vois, c'est tout le truc est retombé. Je me suis Ouais. dit, bah ouais, putain, en fait, si ce gars-là, il me dit que ce que je me force à faire, c'est pas ouf, et ce que je fais bien naturellement, et ce que je suis content de faire naturellement, c'est bien, en fait, on va faire ça. Bienvenue, je suis Nicolas Galita et tu écoutes le syndrome de la page noire, le podcast où je vais à la rencontre de personnes qui font de l'art, qu'elles se définissent d'ailleurs, ou non, comme artistes. On discute de manière libre autour des enjeux de la création artistique, comment trouver l'inspiration, comment garder la motivation, et puis comment gagner de l'argent quand on est artiste, puis plein d'autres sujets. Cette semaine, je suis avec Thomas Hamoudi. Thomas est photographe et blogueur. D'ailleurs, son blog qui parle de photos est intitulé très simplement thomashamoudi.com. Le tout en ayant un job alimentaire à côté. On a donc logiquement abordé la thématique de l'équilibre. Comment on fait pour réussir à faire de la photo tout en continuant à écrire alors qu'on a un job en même temps. Alors tous les invités me parlent d'art, c'est le principe même de ce podcast. Mais là, je trouve qu'on a vraiment focalisé la discussion sur ce qu'est l'art au sens profond. Thomas a notamment une définition très simple et que j'aime beaucoup, que je te laisse découvrir dans l'épisode. Pendant l'enregistrement, on a eu un petit souci, puisqu'un des deux micros est tombé en rate de batterie. J'ai fait une erreur débutant, j'ai enchaîné 2 interviews dans la même journée, sans recharger, alors que j'avais déjà fait l'interview la veille, toujours sans recharger. Heureusement, Thomas était venu avec son micro de secours, donc à la fin, tu vas entendre quelques petits bruits un peu chelous, car on a fait des contorsions au montage, mais au final, on n'a rien perdu. Avant de commencer, n'oublie pas que tu peux m'aider à développer ce podcast en t'abonnant sur la plateforme que tu utilises. Dans tous les cas, je te souhaite une très belle écoute. Du coup, bonjour Thomas Hamoudi. Bonjour Nicolas, Galita. Je suis avec donc Thomas que j'ai... Comment on s'est rencontrés? On s'est rencontrés en Sur s'engueulant Facebook, hein. sur Facebook, Ouais. parce qu'on a tous les deux un ami en commun chez qui on tourne, qui s'appelle Laurent Breillat. Et du coup, il a posté un truc sur Star Wars, on n'était pas d'accord, et ça fait Star Wars 3 ans 7, hein. qu'on s'engueule. Ouais. Du coup, on s'est engueulé sur Star Wars 7, on s'est engueulé sur Star Wars 8, et on était d'accord sur Star Wars 9. Ouah, pas sûr qu'on soit d'accord, hein, mais je relance. On a dit que ça allait vite, on a au moins dit que ça torchait tout rapidos. Quoi. Ouais, ça on est d'accord. On est d'accord là-dessus. Et donc, ouais, comme Laurent, ce qui est marrant, c'est que tu as beaucoup de ressemblances avec Laurent, parce que t'es photographe, et t'as un blog sur la photo. C'est parce qu'on s'est connus comme ça, en fait. Et raconte comment vous êtes connu avec Laurent. Je me suis foutu de sa gueule sur mon blog. Ouais. Et comme il a une alerte Google sur son nom, il a Ouais. repéré le truc. Puis après, il a quand même reconnu que mon article était mieux que le sien. Et tu disais quoi à l'époque? En fait, c'était sur un article qui s'appelait De l'art de voir et qui parle de l'interprétation des œuvres d'art. Ok. Et Laurent, il avait fait une vidéo dessus et je le trouvais. En fait, je dis qu'il est mou du genou dans les commentaires, c'est pas vilain. Mais en fait, Laurent, comme il a une audience, c'est quelqu'un qui vend des formations, il fait attention parce qu'il a une audience assez large, il fait attention avec ses personnes, c'est une entreprise. Tu parles pas pareil aux gens quand t'es Nike que quand t'es un mec lambda sur internet. Et du coup, je m'étais un peu, j'étais reparti de la même question que lui, mais j'ai refait un autre truc et je m'étais. Ça disait quoi? Ça disait qu'en fait, il y avait 5 facteurs sur lesquels j'invitais les gens à analyser les œuvres d'art, et pas juste c'est beau, c'est pas beau. En fait. Ok. C'est un anagramme que j'utilise encore dans mon contenu, donc j'ai peut-être pas dû trop me foirer, où ça marche à peu près. Si ça marche 80% du temps, ça marche. Le moyen mémotechnique, c'était IRECO, I-R-E-C-O, et c'était intention, réalisation, expérimentation, cohérence, originalité. Okay. Et en fait, alors très grossièrement, je proposais d'analyser les photos sur ces critères-là. Donc l'intention, c'est tout simplement qu'est-ce que voulait faire le gars. À la base, c'est quoi l'idée de base du truc? Parce que des fois, il y a des gens qui ont des idées super, mais qui les mettent mal en place, ou qui ont des idées de merde, et voilà. Donc c'était l'intention. Deuxième point, c'est la réalisation, c'est comment tu produis l'œuvre que tu avais l'intention de faire. Il y a des mecs, comme par exemple, c'est un photographe qui s'appelle Gregory Crutzen, c'est hallucinant, c'est une équipe de cinéma, t'as 50 personnes sur place, etc. Tu vois, c'est les moyens mis en œuvre, quoi. C'est ça, c'est comment t'as réalisé le truc techniquement et comment comment la réalisation tu l'as employée en fait, parce que ça a un sens de utiliser tel appareil, pas un autre, tel film, pas un autre, tout ça. Eux, c'était expérimentation, parce qu'il y a des fois, il y a des mecs qui font des trucs avec une attention assez simple, mais qui expérimentent en fait. Genre, je pense à Ed Rocha, c'est un photographe de Los Angeles. Il a fait un truc où il a mis son appareil sur sa voiture, il a roulé, il a déclenché.
Et en fait, il a fait des grandes frises qu'il a vendues, dépliables, tout ça. Tu vois, l'expérimentation, c'est intéressant aussi, et des fois, il y a des trucs qui vont pas te parler, mais le mec, il a poussé un truc, voilà. Cohérence, bah, c'est juste comment ça se place dans l'œuvre globale du gars. Parce qu'il y a des fois des trucs qui te paraissent bizarres, mais comme le mec, il fait dans l'ensemble, ça fonctionne, ou tu vois, à l'échelle d'une œuvre plus globale, ça marche. Ou il y a des gens qui changent de sujet toutes les 5 minutes et tu vois qu'ils savent pas du tout ce qu'ils veulent, voilà. Et l'originalité, c'était le dernier point, c'est est-ce que t'as juste refait un truc qui existait déjà, ou pas du tout, et c'était vraiment un truc neuf et frais, quoi. Pas mal comme modèle. T'arrives à Bah. l'utiliser sur un truc que t'aimes pas? Bah, j'arrive à l'utiliser, alors ça dépend ce que tu dis j'aime pas, en fait. Parce qu'il y a deux trucs, il y a deux types d'œuvres que t'aimes pas. Il y a celles que t'aimes pas, mais dont tu reconnais l'importance. Oui. Genre, Helmut Newton, c'est un photographe, j'aime pas ce qu'il fait, mais je reconnais qu'il est majeur, et voilà. Et après, t'as des trucs vraiment que t'aimes pas et que tu trouves nuls. Mais tu peux l'appliquer dessus et trouver sur quel point ça marche pas. Mais pas qu'en photo, hein. J'ai raison que je pourrais faire le même sur du rap, hein, ce que tu viens de dire. Je sais pas, alors j'écoute pas assez de rap pour savoir, mais c'est possible. Mais en fait, je pense que c'est possible en prenant global, enfin, c'est des trucs assez génériques, et je pense, tu vois, c'est assez générique pour marcher sur plus ou moins certains trucs. Mais ce qui était intéressant, c'est que ça permettait aux gens, en fait, de réfléchir sur autre chose que le critère esthétique d'une photo. Parce que c'est un peu le défaut, t'arrives, tu fais, ok, elle est bien composée, elle est pas bien composée, les couleurs sont jolies, sont pas jolies, et souvent tu peux t'arrêter là, en fait. Et ça permettait de dire, bah non, ok, le mec, il a fait une photo toute grise, il y a un photographe japonais qui s'appelle Hiroshi Sugimoto, et en fait, il fait des photographies de la mer en pose longue, en carré. Donc en fait, il a fait un livre, et c'est Que de la mer carrée. c'est que 300, t'as 300 pages, en fait, de carré gris. Mais en fait, quand tu creuses un peu son truc, si tu t'arrêtes à l'esthétique, tu te dis, ouais, bon, ok, j'ai vu 60 carrés gris, je vais m'arrêter là. Mais quand tu creuses un peu le truc, tu te rends compte bah, que le mec, il a réfléchi sur le temps, sur ce que c'est que l'abstrait dans la photographie, ce que c'est que la représentation vraiment, combien de temps tu peux mettre dans une image. Il y a vachement de trucs à dire sur son travail. Mais il faut dépasser un peu ce côté, ok, c'est gris, je sais le faire, quoi. C'est fou que tu m'aies jamais parlé de ce modèle, parce qu'on a déjà débattu, je me rappelle, sur Booba. Et moi, je t'avais sorti un modèle pareil que j'ai inventé, et qui est pareil, qui est en 5 étapes aussi. Ouais. Et une des étapes, c'était aussi, alors qui du coup, il n'y a pas dans le tien, c'est est-ce que si jamais le truc me déconcerte, parce que souvent quand ça a l'air nul, c'est que ça te déconcerte. Alors sauf si c'est vraiment nul et le mec chante faux, il chante faux. Et encore que. Est-ce que tu peux retrouver une époque où il faisait de l'art classique? Parce que quasiment tous les artistes qui innovent ont fait une petite partie de leur vie où, bah, comme tout le monde, ils étaient bébés, ils ont fait un truc classique. Est-ce que tu peux trouver, tu vois, PNL, tu peux trouver des morceaux de PNL où il rappe normalement, où il rappe pas en mode cloud rap. Et c'est fou qu'on ait jamais parlé de ce modèle. Je voulais pas te déranger, je pense que c'était l'ancien de ton truc, je me suis dit, on va le laisser. Ok, donc modèle Ireco, c'est comme ça que tu rencontres Laurent. Et t'as un blog aussi. Comment t'es arrivé à faire un blog où... Alors toi, contrairement à Laurent, tu vis pas entièrement de ton blog. Tu continues à travailler à côté. Ouais, j'en vis pas. J'ai commencé à le faire parce qu'en fait, comment je faisais de la musique avant. Ça va partir de loin. Tu vois, je faisais de la musique. J'ai fait de la musique, j'ai appris tout seul, après j'ai pris des cours. On est quand là? T'as 10 ans, t'as 15 ans? J'ai commencé à 15 ans, j'ai dû prendre des cours vers 22, 23, un truc comme ça, à la moitié. Et en fait, quand je faisais de la musique, j'étais à peu près... Enfin, ça grossit le trait, mais j'étais persuadé que si j'étais bon techniquement, je serais un bon musicien. Tu vois, j'avais ce côté-là, mais bon techniquement, pas que sur le matériel, bon techniquement. J'étais persuadé que t'es dans la gamme, t'es dans les temps, c'est bon, quoi. Et en fait, ça bride vachement tout ça. Et donc, je continue à en jouer maintenant. J'ai un peu diversifié mon approche, tout ça, mais j'ai du mal à jouer des trucs qui sont pas dans la même gamme. Genre, en ce moment, j'apprends beaucoup de morceaux d'un groupe de métal que j'aime bien, qui s'appelle August Burnside. Il y a beaucoup de demi-tons dans tous les sens qui ont pas trop de sens, et ça me perturbe vachement. Et en fait, j'ai fait beaucoup de musique, et quand j'ai commencé à bosser, bah, la musique, tu dépends des gens, c'est ça qui est chiant. Tu vois, tu dépends des gens, t'as besoin d'une salle pour répéter, t'as besoin d'un batteur, d'un guitariste, d'un machin. Surtout que tu prends l'âge, donc t'en as qui ont des gamins, tu as des jobs à temps plein, donc c'est une orga. T'as besoin de connaître des gens pour jouer dans une salle, pour enregistrer. Tu dépends toujours de plein de monde, en fait. C'est hyper chiant, la musique, pour ça. Et je sais pas si t'as remarqué, j'aime bien organiser des trucs, et du coup, c'est toujours moi qui gérais la logistique de ça. J'ai remarqué, ouais. Ça tombait toujours sur ma gueule. Et du coup, j'ai commencé à bosser, et je me suis remis à la photo, à ce moment-là. J'en ai fait un peu à la fac, j'avais commencé à la fac, mais j'avais privilégié la musique à cette époque, parce que la fac, c'est un peu un incubateur, comme t'es tout le temps là sur place, t'as que ça à foutre, t'es loin de ta famille, tu peux vraiment profiter beaucoup de cette époque-là pour jouer, ce que j'ai fait. Et je me suis remis un peu à la photo vers cette époque-là, en 2013, et j'ai recommencé à avoir un peu le même tort, qui était...
c'était de ma faute, en même temps c'était aussi de la faute de l'offre qui est en ligne, qui était essentiellement des mecs qui parlent de tests de matos, de tests de logiciels, tout ça, et qui ont une vision hyper restrictive de la photo qui est limitée à ce que t'envoies sur internet. Donc moi j'appelle ça maintenant la caverne de Platon, c'est un écosystème fermé en fait, où en fait ils répètent les choses des blogs américains, et après il y a un nouveau qui arrive qui répète la même chose, tout ça. Et c'est très du contenu technique en fait, plus qu'artistique. C'est essentiel, il y a vraiment beaucoup de contenu technique, et quand t'as des contenus créatifs, ça va un peu mimer ce qu'il y a déjà sur internet en fait. Par exemple, le coup de te dire, de ce que je te parlais de faire des photos grises, tu vois, de Sujimoto, tu postes ça sur un groupe Facebook à l'époque, tu te fais démonter, parce que les gens connaissent pas, et tu dis que c'est la tienne, tu te fais démonter en fait. Et parce que les gens connaissent pas, et c'est vraiment une bulle, et qui est aussi très influencée par la photographie professionnelle, parce que les gens qui sont là-dessus, c'est beaucoup de pros qui partagent leurs astuces, qui donnent des cours. Donc le modèle, c'est la photographie qui plaît à des clients, que tu vas vendre, etc. Donc c'est vraiment un écosystème très typé. Et en fait, j'ai commencé à rentrer là-dedans, et je me suis rendu compte que je commençais à avoir un peu les mêmes travers, donc je me suis dit, en fait non, je vais mettre un coup d'arrêt direct, et je vais aller dans une bibliothèque acheter des livres, en fait. Comment tu t'es rendu compte que t'avais les mêmes travers? Que je commençais à juger les photos des autres sur le respect de la technique. Mais autant sur une musique, c'est une vision assez carrée, mais ça peut faire sens. Tu vois, un mec qui joue faux, c'est chiant. Mais parce que t'as do, ré, mi, fa, sol, la, si, do, t'as une gamme, si tu mets un fa dièse, t'es pas dedans. Après, ça peut être un choix, un truc machin, mais globalement, t'as un truc que tu peux mesurer, quoi. En photographie, il y a pas ça, et je commençais à me retrouver là-dedans, un peu, avec des tiers, avec des machins, tout ça, faut que ce soit composé comme ça. Et je me suis dit, oh là, c'est pas bon. Je vais pas faire la même connerie, je vais aller acheter des livres, juste voir c'est quoi l'histoire de la photo, en fait. Et j'ai pris une claque, parce que là, je me suis rendu compte qu'en fait, il y avait des débats qui existaient depuis 2 siècles, et les mecs étaient encore là-dessus, et je me suis rendu compte que la vision qu'on montrait en ligne et celle que je trouvais dans les livres, ça avait rien à voir, quoi. Ça avait rien à voir. C'est comme si je prends un truc qui va te parler, mais c'est comme si t'avais lu que l'histoire écrite par Zemmour. Tu vois, quand tu ouvres un livre puf de fac d'histoire, tu dis, ah merde, il y a un truc qui marche pas. Et en fait, j'ai commencé à lire de plus en plus de trucs, et après, je pense que t'écris au bout d'un moment, parce que, pour 2 raisons. La première, c'est que je me suis dit, peut-être qu'il y a un autre gars à l'autre bout du net qui va se poser la même question que moi, et du coup, il tombera sur ce que j'ai fait, et on sera 2. Et on est plus que 2 au final. Et de l'autre côté, tu peux pas tout retenir, et en fait, t'as ce côté conversation dans ma tête qui s'arrête jamais, et le seul moyen que ça s'arrête, c'est de l'écrire au bout d'un moment. Je sais pas si t'as ce truc-là, ça m'a un peu motivé pour écrire. Je vais parler sur la façon d'écrire, mais c'est pas grave. T'as dit que les digressions étaient autorisées. Ah, très bien. Mais en fait, sur la façon d'écrire, j'ai 2 types de lecteurs types, en fait. J'en avais un au début, et maintenant j'alterne entre 2. Le lecteur type, au début, c'était mon meilleur pote qui s'intéressait pas à la photo, je découvrais des trucs trop bien, et j'écrivais comme si j'écrivais à ce gars-là. Genre, je dis, peut-être un jour il va me lire, et s'il me lit, voilà ce que je voulais te dire sur tel gars, sur tel truc, machin. Et l'autre conversation, mais ça tu dois l'avoir aussi, l'autre lecteur type que j'ai des fois, c'est l'engueulade imaginaire. Genre, t'as lu un truc qui t'a énervé, un point de vue avec lequel t'es contre, et t'y penses, et tu dis, ouais, putain, si je débattais, je dirais ça au gars, et je lui dirais ça, et je dirais ça. Et à la fin, t'as un argumentaire, tu fais, bon, on fait un article. C'est que j'avais jamais conscientisé. Maintenant que tu le dis, ouais, je crois que c'est aussi les 2 types d'articles que j'écris. Soit j'écris, ah non, moi j'ai un 3e type d'article. C'est j'écris à moi du passé. Je me dis, putain, en fait, pourquoi on m'a pas dit ça? Et vas-y, je vais sauver le moi du passé, mais qui n'existe plus. Ouais, mais ça marche aussi dans le sens où le toi du passé, c'est l'altérité de maintenant, en fait. Tu vois, parce que t'aurais pas été d'accord avec toi-même. Genre, quand je me dis, par exemple, je vais écrire des types qui sont à fond en pensant que les règles, ça existe et qu'il faut les respecter. Oui. J'écris aussi au moi du début, tu vois, ça dépend Ouais. comment tu le formalises, mais il y a un peu il y a des gens qui sont à l'étape où t'étais avant. Ça, tu retrouves un peu le même truc, je pense. Et du coup, voilà, je me suis mis à écrire, et j'ai jamais arrêté parce que c'est un peu une façon de matérialiser de l'auto-formation, en fait. Tu vois, de poser des trucs. Ah, d'écrire pour apprendre. Ouais, je pense vraiment ça m'a. Parce qu'en fait, quand t'écris des trucs fouillés dans le sens où j'aime bien aller au bout des sujets, t'es obligé de poser les choses, t'es obligé d'aller au bout des raisonnements, t'es obligé d'aller au bout des arguments, tout ça, donc ça t'oblige un peu à faire ça. Et moi je dis que le blog c'était un carnet de bord, et c'est un peu ça. Je pense que si tu le lis au début et jusqu'à maintenant, tu vas trouver des incohérences, des trucs, je pense, mais tu vas surtout voir la progression que j'ai fait. Genre, il y a beaucoup de photographes qui travaillent entre guillemets à l'unité, c'est-à-dire ils vont sortir, ils vont faire quelques photos, tout ça, ils en prennent une, ils la retouchent et ils la postent sur les réseaux sociaux. Mais il n'y a pas de vision d'ensemble, c'est comme si t'écrivais une page d'un roman. Tu te dis, putain, la page elle est stylée, je la poste. Les jeux forêts, la page de ton roman elle est hyper stylée, mais t'as pas le truc d'ensemble, quoi. Et quand tu me lis, tu vois le moment où j'ai commencé à comprendre que les autres photographes, ils bossaient sur des projets d'ensemble qui menaient sur plusieurs années, comment j'ai commencé à appeler ça avoir un concept, une démarche, tu vois. Si tu relis tout, tu vois le chemin que j'ai fait dans ma tête. Donc au début, tu faisais des photos à l'unité, comme tous les débutants. Ouais, c'est ça. Ouais, c'était clairement ça. Avant de comprendre
que c'était mieux de faire un truc sur le long terme et que une image nulle, c'est pas grave. Enfin, il y a des images qui sont très fortes, mais t'es pas un livre d'art ou un projet, c'est jamais, c'est pas le top 50, tu vois. Donc c'est normal qu'il y ait des fois, comme dans un album, des fois t'as des pauses, t'as des interludes, t'as des moments qui sont faits pour te faire kiffer les autres d'après, tout ça. Donc il y a un intérêt à bosser comme ça. Donc au début, tu faisais des singles. À quel moment t'es rendu compte qu'il fallait faire des albums? Quel moment t'as fait ta première série Je pense que c'était vers 2014. Alors pour donner les dates à peu près, pour que tu situes les temps que ça m'a pris, la photo, j'ai commencé vers 2007. Je me suis remis vraiment en 2013. 2014, j'ai commencé à lire, écrire, tout ça, un peu plus me mettre dedans. Et peut-être 2015, où j'ai commencé à faire des séries. Mais en fait, je les ai fait rétrospectivement en regardant ce que je faisais, en me disant, bah tiens, en fait, j'ai vachement photographié tel truc. on s'est pas sorti pour faire une série, t'as pris des photos que t'avais déjà faites, Non. et t'en as assemblé une nouvelle série. Ouais, bah tu te rends compte qu'en fait, il y a une trame, il y a un truc qui revient, mais au début, c'était des trucs de merde. Mais c'est normal, c'est normal. Au début, enfin, je sais pas, quand t'as appris, je sais pas, moi, j'ai toujours ce souvenir-là, en quatrième, j'avais donc t'as des cours sur les genres littéraires, on en avait eu un sur le genre épique ou médiéval, je sais pas quoi, et on avait un examen, on devait en écrire un, et j'ai réécrit une espèce de truc qui ressemble aussi à des Anneaux, tu vois. C'est ma prof, moi sur le coup j'étais trop fier, mais ma prof elle a dû se dire c'est quoi ce blaireau. Mais c'est normal, quand tu débutes, tu viens d'avoir les outils, tu vas pas en faire un truc de ouf, c'est tout à fait normal. Mais au début, les premiers trucs que j'ai fait, je crois que c'était une série sur Rouen, parce que la ville, j'avais beaucoup photographié les immeubles, etc. Il y avait un photographe qui m'a inspiré beaucoup, qui s'appelle Gabriele Basilico, qui a une approche très grise et intemporelle de la ville. Tu vois, il a pas ce côté d'architecture clinquant où les bâtiments ils vont être ouf, colorés, tout ça. Il a vraiment ce côté où la photo, elle a pu être prise maintenant, il y a 10 ans, ou dans 10 ans, ce sera la même. Et j'aimais bien ça, donc j'ai commencé à rassembler des images que j'avais de Rouen sur ça. Et aussi, alors, il y a beaucoup de graffiti que j'avais trouvé dans la ville. En fait, quand je me baladais, je les prenais en photo et mis bout à bout, ça faisait un truc cool. Et je les avais... c'est peut-être encore visible sur mon site, si t'as le lien en fait. La page est en ligne, mais elle est plus dans le menu. Mais en fait, j'avais rassemblé tous les graffitis que j'avais trouvés sur des portes. Et en fait, c'était marrant, ça faisait comme des tableaux dans la ville un peu, tu vois, parce que les mecs écrivaient, taguaient, tout ça sur ça, et j'en avais rassemblé. Mais c'est comme ça, c'était très primaire, ça a commencé par être très primaire dans la façon de faire. Voilà. Et là aujourd'hui, ton blog, ça occupe quelle place dans tes vies? Il en occupe pas assez. Il en occupe pas assez parce qu'en fait, il y a un an et demi, je me suis mis sur YouTube. Ouais. Et en fait, YouTube, ça a ce rapport bâtard où ça te prend 70% de ton temps pour pas ouf des résultats. Enfin, pas ouf. Pas 70% des résultats à la fin. En fait, c'était vraiment, quand tu débutes et que t'es seul, c'est vraiment très chronophage. De toute façon, faire une vidéo, c'est beaucoup plus chronophage que de faire un article. Oui, clairement, parce que de toute façon, l'article, tu l'écris, c'est terminé. Et après, la vidéo, tu la tournes, tu la montes. Et en fait, t'as pas que ça, parce que les gens qui ne font pas YouTube s'en rendent peut-être pas compte, mais une fois qu'elle est tournée, montée, moi je les illustre parce que je parle de photos, après faut les uploader sur YouTube, donc faut remplir les formulaires, faut remplir les machins, tout ça, les mettre dans des playlists, et après faut préparer la com, donc la com sur les réseaux sociaux, dans la newsletter, tout ça, donc il y a vraiment tout ce travail-là où un article, une fois que je l'ai fini, je l'envoie à la lectrice, elle me dit il est ok, je le publie et c'est terminé en fait. Après il y a un partage à faire. Une personne qui relit tes articles? Ouais, ouais, parce que alors au début c'était une amie à moi qui le faisait, mais elle a souhaité arrêter. C'était une retraitée que j'avais rencontrée à la fac et elle a arrêté. Et maintenant j'ai la même relectrice que Laurent. On s'est rencontrés en bossant sur des projets et c'est elle qui relit mes trucs. Juste parce que je sais que je fais des fautes d'orthographe, j'écris sans trop me poser. En fait, je pense que si j'écrivais en me faisant gaffe, j'en ferais pas. Si j'étais seul, mais comme je sais que je suis relu, je fais pas trop gaffe. Ah, c'est dans lectrice orthographique. Ouais. Je pensais qu'elle avait vraiment un regard d'édition, tu vois, là Non. tu devrais dire plutôt ça, plutôt Ah ça. non, Ok. non, elle rentre pas sur ça. Et non, c'est pour que ce soit propre en fait, parce que j'aime bien. Comme je me fais chier à faire des trucs fouillés, ça m'emmerderait d'avoir cette image de travail d'un côté et un truc cheap de l'autre parce que Bien sûr. tu vois, j'ai écrit j'ai mangé ER quoi. Tu vois. Clair. Donc du coup c'est vrai que le blog prend moins de temps, mais j'ai donné vachement de temps à YouTube et ça m'a manqué. Et du coup là, je suis repassé d'une vidéo par semaine que j'en avais marre. Je suis repassé une toutes les 2 semaines. Donc là, il y a le prochain article qui sort dimanche, j'ai enfin le temps d'écrire. En fait, le truc, c'est qu'écrire, c'est ce qui m'est le plus utile sur le long terme, parce que le contenu que je mets sur le blog, déjà, il est evergreen. Je sais pas si j'ai besoin de l'expliquer. Intemporel. Et je peux m'en resservir pour faire des vidéos. En fait, comme une vidéo, c'est 1500, 2500 mots de script, et qu'un article, je fais entre 6000 et 10 000, tu vois, j'ai de quoi réutiliser derrière, quoi. Et c'est ce que je préfère, en fait. C'est vraiment ce que je préfère faire. Mais
le problème, c'est que il y a aucun photographe qui va taper sur Google l'art de voir ou enfin comment faire un projet photo s'il est bien placé, mais il y a aucun photographe qui va taper comment se situe en photographie ou comment ou la photographie de Louis Foureur, tout ça, c'est des trucs. Les gens tapent pas ça en fait. Donc YouTube, ça me permet d'être là où sont les gens. Les gens quand ils commencent à photographier, ils vont voir les vidéos de Laurent pour apprendre à utiliser leurs appareils. Et assez vite, comme je bosse avec lui, tout ça, ils vont tomber sur ce que je fais, la plateforme te met en avant, et ça te permet en fait d'apporter le contenu là où sont les gens. Donc pour ça, c'est hyper utile. Mais là, ça m'a pris un peu de temps et j'ai voulu ralentir YouTube pour avoir le temps d'écrire derrière. Si tu fais le ratio de ce que tu fais, c'est quoi? Entre ton travail à plein temps, parce que t'as un travail à plein temps qui n'a rien à voir avec la photo, Ouais. entre l'écriture, YouTube et ta pratique artistique, ça Je s'équilibre, saurais pas te dire. grosso modo. Ça s'équilibre dans le sens où le travail à temps plein, je suis Ça cadre. prend plus de temps, j'imagine. Ouais, c'est un 35 heures la semaine. Après, je suis cadre, j'ai pas d'horaire. Donc j'ai assez de liberté, je peux bosser le midi, tout ça, je suis pas non plus... Voilà. Mais sinon, je dois bosser 2-3 soirs la semaine, à peu près, un truc comme ça. Et de temps en temps les week-ends. Ça dépend des périodes, en fait. Mais ça dépend des périodes, mais ce serait là le travail la semaine. Et quelques soirs le blog et la pratique, c'est un peu quand j'ai le temps. Ça dépend. En fait, le problème, c'est que la pratique, c'est inconsistant dans le sens où ça dépend beaucoup des projets sur lesquels tu travailles. Il y en a qui sont contraints par des limites de lieu et de temps. Donc, si t'y es, tu peux le faire. Si t'y es pas, tu peux pas le faire. T'es un peu coincé sur ça. Et voilà. Et YouTube. Après, il y a des périodes un peu d'accélération quand j'arrive au moment où je dois. Parce que les vidéos YouTube, je les tourne par paquet. Et quand t'arrives au moment où tu dois tout publier, bah, forcément, t'as plus de travail, ça fait des pics. Mais sinon, je dirais ça. Et t'as pas peur que justement être si actif dans l'enseignement, donc en écrivant et en faisant des vidéos, ça te bouffe sur ta pratique, ça t'empêche d'avoir le temps justement de... Bah, pas nécessairement, parce que c'est pas... comment ça me prend du temps, mais est-ce que les moments où j'écris... est-ce que les moments où le soir je me pose et j'écris, je sortirai faire des photos, je suis pas sûr. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Alors, en vrai, un petit peu, parce qu'en ce moment, le truc sur lequel je suis et que j'ai pas encore publié, c'est un projet de photographie de nuit en argentique. Ok. Pour en parler. Mais, Vas-y, raconte. Ah oui, non, du coup, juste pour finir sur sur l'organisation, c'est juste que bah là, quand j'écris le soir, je suis pas dehors à faire des photos, là je pourrais y aller, vu que c'est la nuit. Mais c'est pas grave, je le fais, c'est un truc que j'avais décidé de faire sur le temps long, ça fait 2 ans et ça me dérange pas du tout. Ah oui, c'est un projet de 2 ans. Ça fait 2 ans que j'ai commencé, j'ai rien montré encore. Enfin, Laurent, on a vu un petit peu, mais voilà. Enfin, je dis Laurent, c'est dans le sens quelques amis proches l'ont vu, mais sinon voilà. Non, en fait, c'est un truc, ça s'appelle, j'ai déjà le nom parce que je le trouvais cool, c'est une contraction de 2 mots latins qui sont notabilia et noctus. Et du coup, le projet s'appelle Noctabilia, c'est le jeu de mots des deux. Noctus, c'est la nuit, et Notabilia, c'est ce qui est notable, ce qui est remarquable. Et en fait, j'ai toujours aimé me balader la nuit, j'ai bossé de nuit quand j'étais étudiant, j'ai toujours aimé ça, et je trouve que mais je sais pas comment ça s'appelle, et du coup c'est ça que je photographie, mais c'est compliqué de photographier un truc que tu peux pas expliquer, mais je sais pas, tu te balades la nuit, mais tout devient différent en fait. C'est ouf. T'as une espèce de magie dans le fait, alors je sais pas, moi il y a des fois la nuit je me balade dans des endroits qui me font peur, alors que je les ai fait 50 000 fois la journée, tu vois, et t'as cette espèce de sentiment là où t'as une forme, je trouve, un peu de liberté, d'étrangeté, c'est pas, tu vois, c'est pas pareil, tu fais des trucs la nuit que tu ferais pas la journée, genre, on a tous pissé après avoir bu 2 bières dans la rue, dans un coin, ou tu vois ce que je veux dire, ou, je sais pas, il y a cette espèce de, voilà, il y a cette espèce de sentiment qui est bizarre, et c'est ça que je photographie la nuit. Du coup, là, pour le coup, quand j'écris le soir, je fais pas ça. Après, je suis pas sûr que je le ferai tous les soirs, parce que le processus est assez lent, dans le sens où je l'ai fait avec un appareil argentique, parce que je voulais pas que ce soit parfait. En fait, ce projet-là, j'aurais pu le torcher en 3 la semaines. nuit, l'argentique? Bah si, et c'est pour ça. Il faut un flash, du coup. Non, Je connais rien, mais... en fait, t'as besoin d'une certaine quantité de lumière, c'est comme un robinet où l'eau est cool, t'as besoin d'une certaine quantité de lumière pour que ta photo soit correctement exposée. Donc en effet, soit tu amènes cette quantité avec un coup de flash, soit tu restes plus longtemps à prendre ta photo. Ça coule doucement, mais tu restes plus longtemps, donc tu remplis ton verre quand même. Mais avec un trépied. Tu poses ton appareil, t'appuies sur le bouton et t'attends juste plus longtemps. Ça me motive trop à faire mon projet. Tu sais, à la base, ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, là, qui est devenu cet échange avec des gens qui font de l'art. La première fois que je me suis dit que j'allais interviewer des gens, c'est je suis sorti une nuit, voilà, je sortais dans la nuit. Je sors, je vais prendre un Vélib, je donne de l'argent à un gars,
Et là, il se passe des trucs de ouf. Il me raconte qu'en fait, il est photographe, qui fait de l'urbex. Je sais pas si ça s'appelle, Ouais, il je fait de l'urbex, machin. Il monte son Insta, machin, on discute. Et il me dit une phrase trop chelou. Il me dit, t'es un mec différent. Je dis, ah ouais, ok. Et je continue à marcher. Et là, je marche, et il passe que truc de ouf. Je vois un mec allongé sur le canal Saint-Martin, sur un pont canal Saint-Martin, qui est totalement bourré. Je lui parle parce que ça a l'air dangereux. Il me dit, ah, je suis de Nouvelle-Zélande, mais t'inquiète pas, je suis bien là, je vais dormir là. Ok. Je passe, je sais plus, Gare du Nord, il y a des queues, enfin. Et en fait, ouais, t'as raison, la nuit, il se passe des, c'est ouf, la nuit, ça, ouais, l'ambiance de la nuit fait que t'as envie de faire des trucs. Et je m'étais dit, ce serait cool de sortir la nuit et d'interroger des gens au hasard. Je pense que ça peut être sympa ouais. comme projet. Ça peut être cool. Et du coup, donc oui, je l'ai fait en argentique parce que en numérique, les capteurs sont tellement performants et sensibles que j'aurais pu le torcher rapidos en fait. Donc je t'ai mis la difficulté volontairement. Oui, parce que donc j'utilise assez régulièrement un appareil moyen format, je fais pas toutes les photos avec. Ça te parle pas, mais c'est pas grave. C'est un appareil qui est plus gros, plus qualitatif, mais aussi plus lourd et beaucoup plus coûteux. C'est-à-dire les pellicules, elles font 12 vues et pas 36. D'accord. Elles sont plus grandes. Le scan coûte assez cher parce que c'est un scanner pro, je vais dans un labo, tout ça. Donc il y a ce côté un peu. En fait, l'outil influence ton œuvre et ça inclut un peu ce côté cérémoniel. C'est-à-dire, alors je varie entre les appareils parce que ça permet pas d'avoir plein de points de vue, c'est un peu chiant à manipuler. Parce que en fait, tu vises par le dessus, donc tu peux pas photographier le sol, par exemple, c'est chiant parce que comme c'est sur le dessus de l'appareil, il faudrait que tu regardes sur le côté. Enfin, si tu vois un truc par terre et que tu veux le photographier, c'est relou. Mais du coup, c'est pour ça que pour avoir une variété de points de vue, j'utilise plusieurs appareils, mais celui-là, je m'en suis pas mal servi. Mais la contrainte fait que tu es pas en train de photographier enfin, tu Non. veux pas plein de photographies que tu tries à la fin, Tu peux pas. En fait, tu peux pas, t'es obligé de te balader, tu te dis, ok, ça c'est vraiment bien. Et en fait, t'arrives, tu poses l'appareil, t'as ce truc où tu vois pas trop dedans, donc tu vises et tu le règles ton truc. Et après, tu déclenches la pause et t'es obligé d'attendre, je sais pas, c'est entre 30 secondes et 10 minutes. Vraiment, quand il y avait pas beaucoup de lumière, ça a été jusqu'à 10 minutes. Parce que la pellicule argentique, t'as un effet qui s'appelle Schwarzschild, je crois, de mémoire, qui a aucun rapport avec les cheveux. Et où elle est moins sensible la nuit, t'as moins de photons qui arrivent dessus, donc faut laisser plus longtemps. Enfin, elle est pas moins sensible, c'est juste qu'en moyenne, t'as moins de photons, donc faut la laisser plus Du coup, faut longtemps un truc qui exposée. bouge pas en face. Si ça bouge, c'est fini. Bah non, parce que moi j'aime bien quand ça bouge, parce que quand t'as des feuilles, etc., ça fait des ombres un peu bizarres, tu vois. Et du coup, tu mets du temps dans ton image. Toute la durée où t'étais là. En fait, ce qui est marrant, c'est que de faire ça, ça m'oblige à, je suis posé, j'attends 1 minute. Genre, j'ai été beaucoup au CHU de Lille, qui est génial la nuit. Le CHU de Lille, c'est un film de zombies, tu vois. C'est une suite de bâtiments sans fin qui sont allumés et il y a personne. Tu vois, il y a dedans, il y a des gens, mais il y a personne, c'est éclairé bizarre, tout ça, tu sais pas à quoi les bâtiments ils servent. Et du coup, ça t'oblige à te poser là, en fait, et à rester à côté de ton boîtier et à rentrer dans l'ambiance petit à petit t'es seul au milieu de la nuit, tout ça. Voilà. Alors, je sais plus ce que c'était la question à la base. Je sais plus non plus. Mais non, la question c'était combien est-ce que ça te prend du temps. Mais du coup, tu vois, par exemple, ce projet-là, comme je le fais sur longtemps et que j'aime bien j'en ai fait la nuit, l'hiver quand il neigeait, j'en ai fait l'été, j'en ai fait à plusieurs moments. Mais comment tu te motives à sortir en plein hiver la nuit? Et moi, j'aime trop. Mais c'est trop bien, il y a personne. Kiffé. Mais non, mais il y a personne. Et il y a des moments, j'ai fait faire des photos dans le quartier. J'habitais l'île Sud à l'époque, à côté de chez moi. Et t'es posé avec ton trépied, il y a pas un bruit, le sol est blanc, il fait noir, tu vois, t'as un moment trop bizarre, quoi. J'ai l'impression de parler avec un pêcheur. Tu sais, les pêcheurs, ils te disent, ah, c'est génial, je suis là, j'attends, et tu fais, oh. Ouais, c'est un peu ça. C'est un peu ça. Et en fait, comme les pellicules, c'est genre 36 ou 12 vues, j'en fais une de temps en temps, je la développe, je la scanne, tout ça. Tu vois, c'est pas un process où je vais arriver et j'ai besoin de faire 100 images la semaine pour que ça sorte, quoi. C'est un truc assez lent, donc ça me dérange pas. Après, peut-être qu'à long terme, j'aimerais bien pratiquer plus, mais pour le moment, il y a cet équilibre entre ma pratique, les contenus que je produis et la vie pro qui suit son cours. Et tu te dis pas que ce serait cool de vivre de ton blog ou vivre de ton art plutôt que d'être en CDI Alors si, carrément. Ouais. Mais je sais pas si mon patron il va pas entendre ça un jour. Non, mais après si, dans le sens où ce serait cool. C'est avec cet objectif. Qu'est-ce qui t'empêche là pour l'instant? Là en vrai, qu'est-ce qui t'empêche de faire ça? Ah non, mais pour l'instant, ce qui m'empêche, c'est que j'ai pas fini les trucs sur lesquels je bosse pour en y arriver là en fait. Ouais. J'ai un plan par étape et. T'as rien vendu encore sur le blog? Si, j'ai vendu un e-book il y a 2 ans. Et là, j'ai écrit le module 1 d'une formation, je suis en train de faire la présentation, et après, il faudra la tourner et la mettre en ligne. Et j'ai le plan des 6 modules en tout. T'as vendu combien d'e-books? Entre 1002 et 1003. Ah oui, donc de quoi faire un revenu, il était à combien? Il était à 27 €, donc j'ai fait un lancement à 15 000, un truc comme ça, et après, ça variait entre 300 et 1000 par mois. Donc ça fait quand même un revenu complémentaire. Ah oui, non, mais il y a une boîte derrière, ça fait un revenu complémentaire et j'en ai d'autres, je fais un peu d'affiliation, parce que comme je parle plein de livres, j'ai mis de l'affiliation Amazon, parce que
Tu vois, j'en parle, j'ai de l'affiliation où je peux en racheter d'autres. Au début, ça m'a aidé à en acheter la dose. Maintenant, c'est qu'une excuse pour en acheter plus. Et je fais aussi des travaux d'écriture pour Laurent. On a une série de vidéos ensemble qui s'appelle... on a 2 séries de vidéos ensemble. La première, ça s'appelle Incroyable photographe. C'est des vidéos d'histoire sur des photographes célèbres. Et je les écris maintenant. Il a écrit les premières et là, je les écris. Et forcément, c'est un travail rémunéré. On a été subventionnés par le CNC sur une partie des vidéos. Et on a une autre série où on rencontre... ça ressemble un peu à un podcast comme ça. On rencontre des acteurs de la photographie et on leur dit « Salut, ça va? Qu'est-ce que vous faites ?» Alors, qu'est-ce qui t'empêche de vivre ton... Bah, c'est parce que là, je suis en train d'y bosser, en fait. D'accord, c'est le plan. À moyen terme, c'est le plan, ouais. C'est quoi moyen terme? Je sais, ça dépend le temps que je mets à les écrire, ça dépend à quel point ça marche ou pas, mais je dirais, je sais pas, 2 ans, un truc comme ça, ce serait cool. En fait, si ça marche, il n'y a pas d'échec dans le sens où si jamais ça marche pas, ça me fera un plus gros revenu complémentaire. Tu vois ce que je veux dire? Puis t'auras kiffé, surtout. Ouais. C'est que les trucs qui te font kiffer. Mais enfin, mon taf, c'est un job alimentaire, c'est pas de la folie, c'est pas de la folie pure, mais je le fais parce que je sais le faire, puisque je suis bien payé, je pense, je suis bien payé, et voilà, mais à moyen terme, ce serait ça. Après, ça dépend de comment marche la première, et en fait, je sais pas si la première, elle marche vraiment bien, bah, je peux prendre un mois sans solde, et je refais la deuxième, et je la lance, et tu vois, je sais pas trop comment ça va tourner, donc pour l'instant, j'ai pas de plan en tête. Je veux sortir tous les morceaux de la formation, parce que je sais que je pourrais les vendre pendant des années, et que ça fera toujours ça de prix sur la durée. Après, est-ce que je vais en vivre ou pas, je sais pas. On va voir. On va est voir. pile au moment de la... Peut-être que l'année prochaine, on la refait et je serai avec une Ferrari et tout. De ouf. Et comment tu trouves J'ai vu un article de toi qui disait tout a été dit en photo en 180 ans, mais comme ça n'a pas été dit par toi, bah tout n'a pas été dit. Un truc comme ça. Ça disait en gros que même si les gens, on montrait de la mer, il y avait plein de gens qui faisaient des œuvres d'art autour de l'eau. Et en fait ça change selon qui tu es. Comment tu trouves toi la fameuse inspiration entre grosses guillemets? En essayant de faire des trucs qui te ressemblent, je pense c'est un peu ce qui est au cœur des contenus payants, enfin des formations que je fais et qui est un peu en filigrane du blog, c'est que si t'es vraiment toi-même, bah tu fais forcément un truc, tu vois, il y a personne d'autre qui est toi-même techniquement. Ouais. Donc si t'es vraiment toi-même, tu fais forcément un truc qui est unique. Donc la question en fait, c'est une façon de se dire qu'elle se pose pas vraiment. Et tout a-t-il été déjà dit en photographie, je sais pas si je mets tous les bons mots dans l'ordre, mais l'article que j'avais écrit, il parlait de ça, il montrait plusieurs photographes qui ont été à Cuba et qui ont fait des trucs hyper différents, parce qu'en fait ils sont chacun arrivés, et chacun ils ont été attirés par des trucs et pas d'autres, tout ça, et tu vois par exemple, je sais pas, Laurent c'est un bon exemple, il fait des voyages avec David Duchemin où ils vont photographier, où il était au Kenya, à Venise, tout ça. J'ai pas vu les autres photographes, mais déjà chaque année il fait pas la même chose alors qu'il retourne au même endroit et il est pas de la même humeur donc il fait pas le même truc. C'est-à-dire que même la même personne, au même endroit, va pas faire le même travail. Ouais, bah même tu vois, genre j'ai fait 2 projets qui étaient liés à la ville de Paris, les images elles ont rien à voir. Parce que j'étais pas du tout dans le même feeling. En fait j'en ai fait 2, il y en a un qui s'appelle Intercité et l'autre qui s'appelle Adieu Paris. Intercité c'était mon premier projet de photographie de rue. Parce que j'ai commencé la photographie de rue et en fait je me suis un peu barré dans tous les sens. Barré dans tous les sens dans le sens où je photographiais tout ce qui était dans la rue sans tu vois c'est pas un sujet. Ouais. C'est comme dire j'ai fait un film sur quoi la vie. J'ai photographié toute la vie. Ben non, ça a pas de sens, tu vois. Et du coup, je me suis restreint après une lecture de portfolio à ce truc de photographier mon trajet quotidien. Et donc je faisais Rouen-Paris-Rouen tous les jours, donc il y a des photographies du métro, du train, des gens que je croisais sur le trajet. Tous les jours, mais dans quel contexte tu fais Rouen-Paris tous les jours? Dans le contexte où je bossais à Paris, je voulais pas y vivre. Wow. Et du coup, je vivais à Rouen avec un salaire parisien, ce qui était cool. Ouais. Mais j'en ai chié ma race sur le train. Et aussi, en fait, à l'époque, quand j'ai commencé à le faire, ma compagne de l'époque finissait son master enseignement. Donc elle était en cours, tu vois, et préparait son concours, tout ça. Donc comme elle n'est pas changée de fac, on avait fait ça. Je me suis fait un peu niquer, mais bref. Et après, on a continué for some reasons. Et du coup, donc j'ai fait ce trajet-là longtemps. Et les images, elles sont un peu sombres, en fait. Il y a peu de joie. Enfin, il y en a un petit peu, mais c'est pas joyeux. C'est en noir et blanc. C'est un peu granuleux, tu vois. Il y a pas... Ça dégage pas de la positivité parce que c'est comme moi, je l'ai vécu comme une contrainte et comme une documentation de ce truc qui était bizarre, qui est de faire la même chose tous les jours, de croiser ton humeur influe sur ce que tu produis. C'est ça. Et genre, Adieu Paris, c'était l'inverse. En fait, je me suis tapé un trip. C'est toujours venu de la question. Je voulais m'acheter un moyen format. Ce que j'ai fini par faire plus tard, mais c'est pas le sujet. Moyen format, c'est un appareil photo. Plus gros. Voilà. Et en fait, je me suis dit, pourquoi j'achète ça? Pour faire des meilleures photos. Est-ce que vraiment je vais faire des meilleures photos avec plus de matos? Non, pas du tout.
Et je me suis dit, qu'est-ce qui me ferait faire de meilleures photos? Et j'ai réfléchi, je me suis dit, peut-être que pratiquer tous les jours, ça me ferait faire ça. Ah, donc à l'époque, tu pratiquais pas tous les jours. Non, pratiquer tous les jours, toute la journée, et faire que ça. D'accord. Faire que prendre des photos. Et en fait, je me suis dit, je quitte mon job, je vais en prendre un autre. Entre les deux, j'ai du temps, je vais tester, en fait. Ah, donc à un moment, tu t'es dit, j'aime pas ça. T'as quitté ton job et tu t'es dit, je vais faire tous les jours de la photo pendant X temps. En fait, c'était entre deux boulots. Et j'ai pris... en fait, j'ai menti à la nouvelle boîte, qui est pas ma boîte actuelle, si elle m'entend. J'ai menti à la nouvelle boîte en disant que j'étais pas... Ma période de préavis, je la terminais telle date, et en fait, je l'ai fini plus tôt. Et Donc t'as quoi, 3 mois pour... Non, j'ai eu 5 semaines en tout, et j'ai fait de la photo pendant 2 semaines. Okay. Et en fait, pendant 2 semaines, j'ai continué d'aller à Paris, et j'ai fait ce qui s'appelle Adieu Paris. Il y a 20 arrondissements à Paris. J'ai fait 10 jours de photos, donc sur 2 semaines, voilà. Donc c'était la semaine, et je faisais un arrondissement par demi-journée, et je faisais de la photo tous les jours. Et en fait, là, c'était beaucoup plus cool, parce que j'étais en vacances, donc les photos, elles sont colorées, elles sont un peu plus, moi, je les trouve plus punchy, tout ça. Et c'était un peu ma tournée d'adieu, tu vois. Du coup, j'étais dans tous les arrondissements à Paris. Et j'étais plutôt en vacances, de bonne humeur, etc. Et je pense à ça. J'ai découvert des trucs trop bien, genre l'eau de Paris, c'est la meilleure eau du monde. Ouais. L'eau de Paris dans les parcs publics, elle est extraordinaire. L'eau, ouais. À côté de Lille, c'est du sable boueux qu'on a dans les... Mais du coup, ouais, je pense c'est ce à quoi je pousse les gens, en fait, quand tu... C'est toujours un biais qu'on a quand t'es entouré d'autres photographes qui sont un peu plus avancés, tu te rends moins compte du niveau d'avancement des gens qui te suivent. C'est pour ça que on a fait une rencontre abonnée il y a pas très longtemps, et ça permet vraiment de voir qui te suit et qui te lit. Et ces gens-là, ils sont dans la position où j'étais il y a quelques années, ils arrivent ils démarrent la photographie, ils arrivent sur internet, ils tapent utiliser son boîtier, ils tombent sur 2-3 gars qui ont un peu d'abonnés, qui sont bien référencés, ils voient ce qu'ils font, et ils essaient un peu de reproduire ce qu'ils voient en se disant, ok, ce gars-là, il marche bien, il fait ça, je vais faire pareil. Et en fait, ils ont le truc de... ils se posent jamais, pas naturellement, mais après, la plateforme est comme ça, et le mode de fonctionnement est comme ça, je pense, mais ils se posent pas naturellement la question de, ok, qu'est-ce que je veux faire, en fait? C'est ok, c'est ça qui marche, c'est une bonne photo, je veux faire des bonnes photos, donc je vais faire ça. Et ils sont encore dans la technique. Même pas forcément de la technique, en fait, t'es influencé par un écosystème qui est très fermé sur lui-même. Ok. Mais c'est comme si, je sais pas, non, peut-être Instagram, c'est un peu plus varié comme réseau social maintenant, mais c'est comme si tu t'inspirais, tu disais, ok, je vais faire de la musique, qu'est-ce qui marche, t'écoutes le top 50, tu dis, ok, je vais faire ça, quoi. Ouais. Tu vois, mais non, mais toi, qu'est-ce que tu veux faire, vraiment, Moi, j'avais rencontré un musicien comme ça, une fois, qui était ouf. Il écoutait pas de musique. Je trouvais ça dingue, quoi. Il avait zéro créativité, quoi. Un musicien qui écoutait pas de musique? C'était un truc de ouf. Et il faisait de la bonne musique? Non, enfin, il était bassiste, et en fait, en gros, il avait un pote qui était guitariste, et il jouait à la basse les mêmes lignes, les mêmes notes que lui à la basse, et ça s'arrêtait là, quoi. Et il avait zéro créativité, j'avais trouvé ça dingue, et le mec, il écoutait pas de musique. C'est ouf. Il en écoutait, tout le monde écoute de la musique. Oui, non, mais on s'entend. Mais le mec, il écoutait genre le top, il écoutait RTL2, tu vois, enfin, un truc comme ça. Il écoutait le top 50 et ça, j'avais trouvé ça dingue. Mais du coup, si t'es dans cette démarche de te demander ce que toi t'as envie de dire, ce que toi t'as envie de faire, tout ça, je pense que la question de la copie, elle se pose pas tant que ça. Si vraiment, et plus tu vas creuser, plus tu vas aller dans des choses personnelles, je pense, plus le risque est éliminé de faire ça. Et en vrai, si tu souvent les gens qui font ça mal, c'est parce qu'ils ont peur. Ils sont tellement convaincus qu'il faut faire original qu'ils plagient. C'est très paradoxal. Ils disent, ils plagient et ils cachent ce qui est copie, alors que toi tu le caches pas. Je regardais le projet. Je crois que c'est Norlando. Je vais peut-être pas dire peut-être une connerie. Mais à un moment, tu mets des photos côte à côte. Une photo que t'as fait et une photo qui t'inspire d'un mec qui a fait une photo qui ressemble. Genre, il y a une photo à un moment de la mer, en plus ou moins violet. Et toi, t'as fait la même avec sauf qu'il y a du sable plus bas. Ah ouais, alors ça, c'était marrant, c'est parce que déjà, dans un même contexte, t'as souvent des gens, enfin, dans un même contexte, face à une même scène, si tu mets 10 photographes, il y a peut-être 2 qui vont faire la même chose ou qui vont avoir les mêmes idées. Après, le truc, c'est quand tu t'y connais un peu sur l'histoire de la photographie, il y a des trucs où ça peut être un peu une référence, dans le sens où il y en a une d'une rivière que j'avais prise, je me souviens, et ça ressemble à une photo très connue de Gursky de Rhin 2, ça m'avait amusé, qui a un peu ce clin d'œil, sans que ce soit la même, mais qui a un peu ce clin d'œil-là. Et l'autre photographie de la mer, ça m'amuse encore plus, parce qu'en fait, ça ressemble à une photographie que je connaissais pas quand je l'ai prise, mais... Ah, tu la connaissais pas quand tu l'as prise? Non, mais ça s'arrête pas là, c'est qu'en fait, il y a un livre de Joël Meyerowitz qui s'appelle Bay Sky, où il a vécu près de la mer pendant un certain temps, il a fait des photographies de la baie et du ciel, et j'ai acheté ce livre pendant mes vacances, quelques jours après avoir pris cette photographie-là, et c'est en lisant le livre en rentrant, je me dis tiens, c'est marrant, on a fait le même truc. Mais ce qui est pas... ce qui me dérange pas dans le sens où j'ai des influences et c'est normal que elles se retrouvent un peu dans ma photographie. Genre, il y a un mec qui s'appelle Jean-Christophe Béchet, enfin un auteur et photographe assez connu, qui a fait un livre qui s'appelle Influence, un jeu photographique, qui avait un peu fait grincer des dents certaines personnes à l'époque,
Donc moi j'avais trouvé génial, où en fait il prenait toutes ses influences et il montrait comment elle se retrouvait dans sa photo. Et le livre il est Génial, illustré ça. Ah, que de ses photographies. J'adore. Et il y a des moments où quand tu vois, genre, il y en a une où il trouve qu'il y a de l'inspiration de Sergio Larin dedans, qui est un autre photographe connu. Et en fait, quand tu vois l'image, t'as l'impression que c'est du Sergio Larin, quoi. Mais le mec le dit, il assume et que c'est normal que c'est sa place dedans, et voilà. Donc j'ai pas trop de... Après, il y a vraiment la copie où t'as des mecs qui font exactement pareil. Et... Et puis qu'ils disent pas, surtout. Non, qu'ils le disent pas. Moi, il y en a un qui m'amuse beaucoup en ce moment, c'est... Il y a Arnaud Montagnard. C'est un... Après, c'est très propre au milieu de la photographie, mais c'est un... J'aime bien son travail, en fait. Vu qu'il, entre guillemets, c'est dur à dire, il copie ou il s'inspire beaucoup de... C'est pas péjoratif, hein, je veux pas... J'ai pas dans le... J'ai rien contre lui personnellement, mais comme il s'inspire d'un truc que j'aime bien, bah forcément j'aime bien ce qu'il fait. Il y a pas de débat. Mais quand tu regardes le truc de façon un peu plus poussée, je trouve qu'il est... Je m'étais amusé à me moquer un peu de lui sur Instagram en prenant ses photographies, celles d'Eggleston, et en les mettant à la suite dans les stories en disant rien, tu vois. Et les gens, ça les fait marrer. Mais ouais, c'est parce que c'est assez à la mode, je pense, de photographier les États-Unis, les pots de ketchup dans les diners américains en ce moment. Et il y a, je sais pas, cette espèce de côté nostalgique des années 60 aux États-Unis. Et ça se retrouve beaucoup sur Instagram, tout ça. Mais du coup, ouais, c'est... Je trouve, pour moi, c'est un peu trop, là. Donc, j'aime bien ce qu'il fait, mais c'est un peu trop. Il a passé à la limite entre s'inspirer et peut-être te copier. Bah, après, c'est un peu dur parce que son travail photographique est vraiment bien, mais il est à la frontière où c'est trop pour moi, sans être péjoratif. Ouais. Mais après, t'as un mec que je l'ai déglingué sur mon blog et je mets des taquets régulièrement quand je peux sur Twitter parce que j'adore le faire chier. Il s'appelle Laurent Baheux. Et c'est l'imposteur de la décennie, mon gars. En fait, j'ai fait un article où j'ai pris ses photographies, celles de Nick Brandt. Donc, Nick Brandt qui est un grand photographe américain. Et en fait, il y a des photographies, c'est la même chose. Et en fait, ça me fait rire parce que il est chez Yellow Corner, qui est un vendeur de tirage d'art, mais limité à 5000 exemplaires. En droit français, c'est 30 en tirage d'art. Donc, c'est assez drôle, en fait. C'est le Auchan de la photo d'art. Et ça me fait trop rire parce que t'as l'impression qu'Yellow Corner, ils avaient pas les moyens de se payer les droits d'usage de Nick Brandt, donc ils ont pris ce gars-là. Et ça me fait trop rire, genre, et quand tu l'épingles, il dit non, mais vous y connaissez rien, c'est des inspirations que tu fais. En fait, honnêtement, à l'aveugle, tu me donnes les deux photos, il y a des fois, je sais pas dire qui est qui. Ouais. Tu vois, tu mettrais les deux, tu me dis pas, je sais pas, il y a des fois, je sais pas. C'est pas une copie, c'est carrément une recopie. C'est pas une inspiration, c'est quasiment une recopie. Bah, je te les montrerai, ou tu chercheras sur mon blog, Baheux, et tu verras, c'est assez drôle. Mais là, ça dépasse... Raconte-moi le contexte de justement le voyage. Je crois que ça s'appelle Orlando, hein, ton projet. C'est un projet où t'es aux États-Unis, tu fais un making-of. Raconte-nous un peu ça. Ouais, c'était cool à faire ça. C'était en 2019, à l'époque où il n'y avait pas encore eu une pandémie mondiale et qu'on pouvait encore voyager. Ça paraît lent. Moi déjà, je vois des films au cinéma avec des gens qui n'ont pas de masque, ça me choque. Ouais. Donc tu vois, dire que tu veux aller aux États-Unis, je trouve que c'est un autre monde, quoi. C'est le monde d'avant. Et c'est un peu lié de l'histoire personnelle, dans le sens où c'est un voyage dont j'ai parlé pendant très longtemps. J'ai eu pendant très longtemps envie de faire. Mais pour la photo, hein, c'est un voyage. Non, un voyage touristique. Pendant très longtemps, j'ai envie d'aller aux États-Unis. Pendant très longtemps, j'ai eu envie d'aller aux États-Unis, voilà, dans plein d'endroits différents, mais j'ai hésité longtemps sur les coins à aller, etc. Et à l'époque, j'étais avec une personne qui gagnait pas bien sa vie, ce qui est pas grave, mais qui faisait pas beaucoup d'efforts non plus pour y aller. Tu vois, je subventionne un peu le truc, mais et bref, on s'est séparés pour mon plus grand bien, et voilà. Et je me suis dit, bah tant pis, je le fais quand même, j'y vais quand même. J'aurais aimé y aller avec la compagne que j'ai rencontrée après, mais en fait, ces congés étaient déjà posés, on n'a pas pu y aller. Moi, je me suis dit, bah tant pis, c'est l'année de mes 30 ans, je me fais un kiff, j'y vais tout seul, tu vois. Et donc je suis parti à l'autre bout du monde tout seul, c'était cool. Et ça s'appelle Norlando parce qu'en fait c'est un jeu de mots entre Nolay et Orlando. J'ai commencé le voyage à la Nouvelle-Orléans, Nolay, Louisiana. C'est New Orleans, Louisiana, donc Nolay. Et Orlando, bah, c'est de l'autre côté, donc en fait le road trip a fait le tour. Je suis arrivé, j'avais rien prévu, enfin à part les billets d'avion. Mais même genre le Airbnb c'était de la merde, je me suis planté. Quand je suis passé, j'ai eu le triple contrôle d'aéroport. Et je te raconterai ça après, mais au tout dernier, le mec, quand je lui ai montré ma résa de l'hôtel du retour, c'était une semaine avant le billet d'avion, je m'étais planté dans les dates et tout, bref, un sketch. Et en plus, il rigole pas que ça à la donne américaine. Ah non, mais tu sais, j'ai fait ce truc, cette espèce de prévisage, je sais pas quoi, que tu fais quand tu dois y aller pour la première fois. Je le fais, donc je vais à l'aéroport, tout se passe bien, je passe, tout ça, blablabla.
Charles de Gaulle, il y a un mec qui a appelé au terminal, c'est moi. En même temps, je m'appelle Thomas Hamoudi, un homme seul qui va pour la première fois aux États-Unis. Tu vois, je me dis, pour les mecs de l'immigration, c'était le jackpot, quoi. Donc en fait, j'ai fait ils m'ont appelé, ils m'ont reposé des questions au téléphone, les mêmes que dans le formulaire. J'ai dit la même chose, voilà. Après, ils ont fait un contrôle aléatoire avant de monter dans l'avion, et genre, il y avait 10 personnes, j'étais dedans. Et quand j'ai atterri, j'ai repassé la douane américaine, et ils m'ont dit, non, monsieur, venez dans une pièce avec nous, etc. Et j'étais genre avec un mec, franchement, le mec, c'est normal qu'il y aille, tu vois, j'ai rien contre, mais c'était un type arabe, je sais pas quel pays, mais type arabe, hyper grand, hyper stock, la barbe énorme, et le mec, il revenait d'Afghanistan. Mais je crois que c'était genre un ex-militaire ou un truc comme ça. Je me suis dit, lui, c'est normal. Et moi, j'étais là, tu vois, genre, bon, ok, j'avais gagné le jackpot parce que non arabe et tout seul. Et Donc tu vas aux States, mais pas pour la photo, juste pour. Non, j'y allais. Après, à partir du moment où. Comment je fais jamais des trucs pour la photo, donc la question, elle a pas de sens. Ah, tu fais jamais de voyage Non, mais je fais jamais rien pour la photo, c'est-à-dire. Quand tu vas à l'hôtel, au CHU de Lille pour la nuit en hiver, tu vas pour la photo quand même. Alors, non, j'y vais pour l'ambiance et je la photographie. Ok. En fait, c'est Cartier-Bresson qui disait ça. Il dit, contentez-vous de vivre et la vie vous donnera des images. Okay. Et en fait, quand tu fais ça, tu te poses plus la question, j'ai toujours un appareil sur moi. Je savais que la photographie, ça allait être une grande part de ce voyage, mais j'y ai pas été pour ça. Forcément, tu prends ton appareil, forcément, t'es content d'y aller, forcément, tu prépares des trucs, mais tu le fais pas pour, dans le sens où quand tu commences à faire des trucs pour la photo, tu fais des trucs pour, et genre, tu dis, ah, je vais aller voir tel monument pour la photo parce qu'il est iconique, faut en faire une photo. Après, tu fais des trucs pour la photo, genre, des fois, je me suis arrêté au bord de la route pour ça, etc., parce que je l'ai vu, mais quand tu voyages pour les images, je trouve que c'est pas la bonne mécanique. C'était plus l'inverse, genre, je voyageais, je me dis, ah putain, mais ça, c'est trop bien et tout, faut que j'y aille, mais j'ai vu des trucs trop chelous, hein. Genre, anecdote, je voulais aller dans le Bayou, tu vois. J'avais réservé 3 jours à la Nouvelle-Orléans, et je pensais que j'en avais réservé que 2. Donc le matin, je dis à la meuf, ouais, bah, demain, je m'en vais, tout ça. Elle me dit, non, vous avez encore une journée et tout. Je fais, merde. Donc le lendemain, j'ai pris ma caisse, je dis, bah, en fait, la Nouvelle-Orléans, il y a 2 gros lacs au-dessus qui sont traversés par une route, et je me dis, bah, je vais faire le tour du plus gros des lacs toute la journée, me rester dans les villages à la con, tout ça, me balader, aller voir. Ce qui était hyper cool, j'ai découvert des trucs qui n'étaient pas sur la carte, et de toute façon, j'avais pas de carte, j'ai été à la Nick. Et en fait, donc sur la route, je vois une petite route, j'y vais. Il y a des mecs qui étaient en train de faire des travaux. Et c'était hyper drôle parce que les mecs, ils m'arrêtent, genre, ils font non, on fait des travaux, on peut pas y aller. Je dis ok. Et il entend que je parle français. Tu vois, il me dit, mais qu'est-ce que tu fais? T'es un touriste et tout. Je vois, je visite. Le mec, il dit, oh putain, les gars, ils visitent et tout. J'ai été mort de rire que je me retrouve dans ce truc-là. Il me fait, et surtout, si tu veux visiter le Bayou, je te laisse mon numéro, tout ça, tu m'appelles, j'ai un bateau, je t'emmène. Il me dit, ce truc de tueur en série américain, surtout, t'inquiète pas, on est des bons gars, on n'est pas le genre à laisser les touristes dans le Bayou. J'ai pris soin de jamais le rappeler. Et après, en roulant, je suis tombé sur tout ça. Et pourquoi il rigole? C'est un roi qui est pas beau à voir? Bah, c'est parce que c'est la campagne, en fait. D'accord. C'est la campagne pour eux, et t'as rien à foutre là. Les mecs, ils vont à Los Angeles faire la fête, le carnaval, tout ça, mais dans les petits bleds, tout ça, et pas grand chose. Et après, j'ai continué, je suis tombé sur un truc qui s'appelait Bayou Street. Et tu vois, moi, je suis un mec littéral. Tu comprends? Bayou Street, pour moi, si t'y vas, il y a le Bayou. Je roule sur Bayou Street, donc j'avais un Nissan Qashqai. Parce qu'en fait, un Toyota RAV4. J'avais un Toyota RAV4, parce que j'avais loué genre une Clio américaine, en fait, les mecs, ils avaient pas ça n'existait pas, donc t'imagines, j'ai mon RAV4 sur une petite route, et de chaque côté, il y avait de l'eau, et j'avais la route au milieu, et en fait, je roule, et j'arrive devant une porte, et il y a écrit, si tu peux lire ça, t'es à portée de tir. Oh. Et en fait, ça arrivait chez quelqu'un dans une propriété privée, ouais, et je me suis retrouvé à faire la marche arrière tout du long avec mon RAV4, parce que je pouvais pas faire demi-tour en me disant, putain, merde, faut pas que le mec me tire dessus, parce que j'avais pas envie de mourir. Mais ça a été comme ça a été un truc où j'étais tout seul, j'ai suivi là où j'avais envie d'aller, je demandais aux gens ce qu'il y avait de cool à voir, ils me disaient, ah, faut que t'ailles dans tel village, tout ça. Et du coup, si tu vas comme ça, en suivant ton instinct, comment tu fais pour avoir une série cohérente après à la fin? Parce qu'en fait, la série, elle était sur ça, c'est une collection des trucs qui ont interpellé un mec tout seul qui kiffait le voyage. Ouais, ok. Tu vois, c'est très... Il y a un photographe américain qui s'appelle Stephen Shore, dont je parle très souvent, qui est un précurseur de la photographie couleur, et un de ses premiers livres s'appelle American Surfaces. Et American Surfaces, c'est sur la sensation de voir. C'est-à-dire le mec, il voyait des trucs, et il essayait d'avoir des photographies qui reproduisaient sa sensation de voir pour que tu vois comme lui dans les images. Et c'est pas du tout la même chose que j'ai fait, mais il y avait un peu ce côté... c'est la sensation d'être seul et perdu dans un coin que tu connais pas à l'autre bout des États-Unis. Et
Et c'est ça, c'est ça, je pourrais dire, une collection de moments, qui m'ont interpellé pendant ce voyage. De lumière, d'ambiance, tout ça qui participe un peu à ce créer de sentiment du voyageur seul. Et du coup, c'était plus artistique que ce que tu faisais habituellement. Je te pose la question parce que j'ai vu un commentaire. Je vais à tout prix te le lire C'est vrai à tout prix te le lire. C'est un commentaire Qui de dit, bâtard. Non, pas du tout. Au contraire, parce que toi, tu commentes justement en disant si tous les commentaires étaient comme ça, ce serait cool. Si je devais terminer par un conseil, continue à t'éloigner de la street photographie performantielle pour tendre plus vers une photographie plus intellectuelle, plus poétique, avec un travail plus sur la lumière plus accru. Qu'est-ce que ça veut dire ça? C'est marrant parce que il y a un autre, ça c'est Antoine qui a dit ça, je reconnais la critique, et il y a un autre photographe qui m'a dit une chose assez similaire, de faire moins de street photographie et que j'étais meilleur dans les trucs un peu plus contemplatifs. Je pense qu'il y a de ça dans Orlando. C'est un peu contemplatif sur juste être là, kiffer et garder un peu la saveur, tu vois. Par opposition à la photographie de rue où tu cherches quelque chose qui se passe, c'est ça? Alors la photographie de rue, j'en ai fait pour Radio Paris, j'en ai fait pour Intercité. Et la photographie de rue il dit performative parce qu'en fait, il y a deux facteurs. La photographie de rue, j'en ai fait parce que j'aime ça, mais j'en ai fait parce que j'aime ça et ça avait du sens à un moment. Ça avait du sens quand je prenais mon trajet quotidien parce que je voulais garder des photos de ça. Et même maintenant, je les trouve cool parce que quand je la revois, je retrouve cette ambiance et c'est un peu le flashback dans ma vie. Adieu Paris, les photographies d'extérieur, je pense qu'il y a de la critique et Antoine qui a posté ce commentaire en avait qui était bonne à juste titre. Mais c'était toujours lié à des moments de ma vie et je suis content d'avoir ces images-là en fait de cette période. Je suis content de les avoir encore et ouais, Adieu Paris, je me souviens, j'ai eu 15 jours de soleil hyper dur. La ville de Paris, elle avait un truc quoi. Et je l'ai gardé dans les images. Et je suis content d'avoir ça. C'est quoi un soleil dur? Pardon, en fait, c'est par rapport la lumière, elle est dure ou douce, c'est par rapport aux ombres. C'est-à-dire quand il est 14h et que le soleil tape très fort en plein mois d'août, tu vas avoir des ombres qui sont très noires, tu vois ça. Donc la lumière, on dit qu'elle est dure parce qu'elle fait des ombres très noires. Et voilà. Là, un jour comme aujourd'hui à Lille ou comme tous les jours à Lille, t'as un ciel qui est gris et du coup c'est plus doux comme lumière, ça fait des ombres plus douces. Ouais. Donc t'avais une lumière très marquée à cette époque et je suis content de l'avoir gardée, mais c'était lié un peu à ma vie. Et après quand je suis revenu à Lille, j'ai voulu continuer ça et j'étais un peu moins fan de ce que j'ai fait au début. Et première raison qui m'a fait arrêter la photographie de rue, c'est parce que comme c'est bien vu et que c'est populaire en ce moment, j'avais l'impression que comme j'en avais fait avant, c'était ce qu'on attendait de moi, c'était ce qui marchait, donc c'était ce qu'il fallait faire. Ah oui, t'étais influencé par ce qu'on attendait de toi. Parce que je pensais qu'on attendait de moi. Et du coup, Cédric Roux, qui est un photographe de rue que je respecte beaucoup, qui a un travail vraiment très bon et qui a un avis bienveillant et très construit, parce que c'est un mec qui a beaucoup consommé de l'image avant d'en produire. Et il m'a dit un peu ça, que ça marchait pas toujours très bien. Et j'ai arrêté pendant plus de 6 mois, quasiment un an, je sais plus. Et en fait, j'ai repris... T'as arrêté la photo tout court? Non, la photographie de rue. J'ai arrêté pour ça, parce que je sentais que je m'étais forcé, en fait, quand je suis arrivé à Lille, je me suis dit, bon, bah, j'ai fait Adieu Paris, donc maintenant je fais un projet sur Lille, on y va, on photographie, et je continue, voilà. Et à ce côté, il faut que j'y aille, il faut que je prenne mon appareil, tout ça, parce que c'est ce qu'on attend de moi, c'est ce que je fais, je suis identifié comme ça, donc il faut que je fasse ça. Et quand il m'a dit ça a fait le déclic, genre, il m'a dit, ouais, t'es meilleur sur les trucs contemplatifs. Et en fait, c'est un truc extrêmement con, mais moi je trouvais ça moins bien, cette photographie-là que j'avais, qui était plus, entre guillemets, contemplative, parce que c'était agréable à faire pour moi et ça m'était facile. Et je me suis dit, si ça m'est agréable et que ça m'est facile, c'est que tu vois, j'avais du mal à concevoir qu'un truc qui puisse être agréable et facile puisse être bien. Et en fait, ce qu'on me disait, c'est, peut-être que comme ça m'est agréable et facile, je l'en fais plus. J'en fais plus, il y a plus de matière, tout ça. Et pour moi, ça devait être dur, ça devait être difficile, et c'est quand t'en chies que tu faisais un truc bien. C'est pour ça que j'ai poussé la photographie de rue. Et quand il m'a dit ça, d'un coup, j'ai l'impression que, tu vois, je me suis dégonflé, quoi. Tu vois, tout le truc est retombé, je me suis dit, bah ouais, putain, en fait, si ce gars-là, il me dit que ce que je me force à faire, c'est pas ouf, et ce que je fais bien naturellement, et ce que je suis content de faire naturellement, c'est bien, en fait, on va faire ça. Et puis, autre chose, il y a aussi le fait que ce que tu fais bien, et c'est pareil pour tous les artistes, hein, quand tu fais pareil dans ce que j'écris, ce qui marche bien en général, c'est ce que j'ai aimé faire. Mais il y a une raison, c'est pour laquelle tu aimes le faire, c'est aussi parce que, alors sans sonner gourou mystique californien, énergie, tout ça, mais juste t'es aligné avec ce que tu fais, en fait. Il y a un truc en toi qui fait que t'es peut-être un mec plus contemplatif qu'un mec de la rue, n'importe quoi, je connais rien photo, tu vois, et qui fait que ça marche. Et mais du coup, j'ai repris il y a quelques mois, mais j'ai pas repris dans le sens oh là là, j'ai un projet sur l'île, faut que je fasse des images, tout ça. C'est juste qu'il y a un jour, la lumière, elle était encore dingue. Moi, j'aime bien les lumières très dures. Tu les verras maintenant, les lumières dures. Mais j'aime bien les lumières dures parce que pour les compositions, elles sont pas mal parce qu'elles découpent les choses. C'est-à-dire, dans une image qui, je sais pas, il y a une arche, les gens qui passent, il y a
Il y a une scène de rue, bref. Si les lumières sont dures, il va y avoir des zones très sombres, des zones très claires, tout ça, ça va vraiment rythmer, ça donne la densité aux images. Et il faisait hyper beau, j'ai un pote qui m'a dit, viens, on va faire des photos. Je dis, ouais, vas-y, cool, on va faire de la photo de rue, mais sans aucune idée autre que ça, quoi. Et en fait, j'ai kiffé, je passais une putain d'après-midi, on a fait plein de photos, il y en a que j'aime beaucoup dedans, et c'est tout. Et j'ai pas poussé plus loin, et j'en ai pas refait plus, voilà, et peut-être que s'il y a un autre jour où la lumière elle est bien, j'en referai. Ça, c'est la lumière qui te pousse à Ouais. sortir, à bouger. Ouais, clairement. C'est clairement ça. Est-ce que tu dirais que ton art, c'est écrire avec la lumière? Non, alors ça, je peux taper les gens pour ça, je déteste ça. Mais Pourquoi? je finis sur la photo de rue, tu Vas-y, gardes ça, vas-y. je te réponds. Vas-y. Et donc du coup, la première raison pour laquelle j'ai mis un peu en stand-by, c'était ça, parce que dit Antoine. Et la photo de rue, en fait, t'as un côté performatif que j'aime pas trop. Et c'est de ça dont il parle, parce que dans certaines images, je le cherchais un peu. La photographie de rue, c'est très simple, c'est photographier l'espace public. Mais tu photographies les gens qui marchent ou qui font leurs courses chez Zara, tout le monde s'en bat les couilles, y a pas de truc. Donc tu vas aller chercher la bonne composition, tu vas aller chercher l'incongru. T'as aussi le côté, t'as des photographes qui sont assez plébiscités et admirés parce qu'ils sont très près des gens, donc ça fait des images très dynamiques avec beaucoup d'espace, enfin une sensation de volume intéressante. Et t'as ce côté qui va y aller le plus près, qui va mettre le flash le plus près des gens, qui va avoir la composition la plus ouf, tu vois. T'as un peu ce côté à la performance que t'as pas quand tu photographies des poubelles aux États-Unis, quoi. Tu vois, tout le monde s'en bat les couilles et t'as pas ça. Par contre, t'es là, tu savoures le truc autrement. Non, écrire avec la photo, ça m'énerve parce qu'en fait, c'est un poncif qu'on répète, mais qui a juste aucun rapport avec tu sais, personne s'est dit, on va appeler cette discipline la photographie parce que c'est écrit avec la lumière. Tu sais, les mecs, ils sont pas réunis comme ça, voilà. Il faut savoir déjà que le mot photographie, la première trace dans le dictionnaire, je crois que c'est 1832, et la photographie, elle est inventée en 1839. Donc en fait, le mot photographie, il date d'avant la photographie. Ah, c'est ouf. Pourquoi? Parce que c'était pour regrouper les essais et textes scientifiques sur la lumière. D'accord. La photographie, c'était juste l'ensemble des livres sur l'histoire sur la lumière, quoi. Et en fait, le mot photographie, il a jamais été, on n'a jamais décidé de son usage, c'est-à-dire la photographie, elle a été inventée inventée, c'est très chauvin. Il y a un Anglais qui l'a fait en même temps, c'est juste que le français était connu quelques mois avant, et donc il s'appelle Daguerre. Daguerre, il s'est basé sur les travaux de Niepce. Il a inventé le daguerréotype, ce qui s'appelait comme ça. Ça s'appelait pas la photographie, ça s'appelait le daguerréotype. Et en fait, Aragon, qui était ministre de je sais pas quoi, ou secrétaire d'État, je sais plus, quand à l'Académie des sciences Daguerre a présenté le truc, il a capté tout de suite que ça allait changer le monde. Et en fait, l'État français a acheté le procédé et a donné les brevets. Les a mis libres de droit. Pour que toute la planète puisse servir de la photographie et dire c'est français, vous voyez les gars. Et en fait, dans le même temps... Il n'y a que les Français pour faire ça. Il y a que les Français pour faire ça, parce qu'en même temps, il y a Henry Fox Talbot, mais quasiment à quelques mois, qui a inventé un autre procédé similaire. Le procédé de Talbot est plus fondateur parce que Daguerre, ça permettait de faire une image sur une plaque d'argent poli, une seule, alors que Fox Talbot, il a très vite inventé le négatif, le principe de rendre les images reproductibles. Et ça, c'est fondateur parce que la photographie, le mot est lié au domaine de l'imprimerie. Comme la lithographie, l'héliographie, tous ces trucs-là, c'est pour marquer le fait que c'est un procédé de reproduction de l'image. Et en fait, à l'époque, figer ton image, c'était ouf, mais c'est aussi le fait de pouvoir la démultiplier mécaniquement à l'infini, qui était complètement dingue. Je sais pas, en fait, tu te rends compte, genre, au tout début de la photographie, il y a des mecs qui ont été envoyés partout autour du monde pour amener des images d'Égypte, des pyramides, tout ça, parce qu'avant la photographie, la seule façon que tu avais de voir les pyramides d'Égypte, c'était d'aller voir les pyramides d'Égypte, tu vois. Et, ou d'en faire une peinture, tout ça, mais c'est vraiment ce côté... Ah, ça va presque pu s'appeler photocopie, en fait. Bah, presque plus, en fait, et ça, sur les premières années, ça a vraiment cet usage-là, genre, c'est Diderot qui a inventé ça, ça s'appelait c'est des petites cartes postales de portraits, et en fait, tu pouvais acheter des portraits de stars, etc., les gens se les échangeaient, parce que c'était ouf, en fait, genre, Sarah Bernard, la seule façon de la voir, c'est de voir Sarah Bernard, et du coup, t'échangeais des images, tu t'amuses en à tes proches, mais le côté reproductible, nous, dans l'acception qu'on a maintenant du mot photographie, il nous paraît ridicule, parce que on est arrivé à un point où il y a des choses complètement dingues qui sont reproductibles, de la musique, on peut en reproduire à l'infini, tu peux reproduire des livres, tu peux reproduire... Voilà. Donc nous, ça nous paraît pas dingue, mais à l'époque, c'est vraiment ça qui a marqué les gens, et le mot photographie, il vient de là, il vient du monde des arts graphiques, et pas juste on peut écrire avec la lumière, quoi. Pour autant, quand tu photographies de manière artistique, tu sais pas de reproduire De quoi? Quand tu photographies de manière artistique, ton but, c'est pas de reproduire la réalité. Non, mais ça a pas de... Je te parle de reproduction de ton image. Juste la copier. Démultiplier ton image, en fait, okay. ce que tu peux faire. Non, après, tu photographies pas la réalité. Ça, c'est un biais... comment je sais pas trop d'où ça vient, ce truc-là.
De photographier la réalité. Ouais, parce qu'en fait, C'est le truc le plus évident. Moi, quand j'étais petit, j'ai petit même pas. Tu m'aurais parlé il y a moins de 2 ans, avant de parler un petit peu avec Laurent. Pour moi, le but de la photo, c'est un objet, tu vois, moi, avant que quelqu'un me dise, il est possible avec le même moment, la même photo, de faire un truc différent, j'aurais pas pensé. Moi, mon but, c'était de reproduire le plus fidèlement possible ce que j'avais en face de moi. ouais, je pense que chez les photographes, t'as aussi un peu le côté, comment? T'as ça et t'as aussi le côté, il y a une grosse incompréhension autour du travail de Cartier-Bresson, qui est pourtant une icône fondatrice de la photographie. Et du coup, t'as une incompréhension qui est culte et qui influence beaucoup les gens. En fait, c'est lié. Et je pense que le fait que la photographie, on pense que ça doit représenter le réel, c'est à cause de ça. C'est qu'il y a deux choses. Le premier, c'est que photographie, Cartier-Bresson, il redécoupait pas ses images, il les recadrait pas. Pourquoi? Parce que il voulait pas que ce soit coupé dans les magazines et que le sens en soit changé, tout ça. Mais en soi, il avait pas un truc contre le fait de... Enfin, c'est parce que lui, il était photojournaliste, donc forcément, il disait, quand je prends une photographie d'un discours politique, vous enlevez pas un gars quand vous la publiez, quoi. Normal. Et l'autre truc qui a beaucoup posé problème, c'est la traduction de son livre. Donc, Cartier-Bresson, c'est pas un des premiers livres de photographie, loin de là, il y en a eu plein avant, mais c'est un des premiers livres de photographie chez un éditeur d'art réputé et costaud. Tu vois, c'est le premier... tu vois, c'est comme le jour où Booba, il a la Légion d'honneur, tu vois. C'est pas le premier à avoir la Légion d'honneur, mais c'est quand même tu vois, c'est quand même un mais truc. j'y ai pas pensé, donc il a existé une période où la photographie n'était pas reconnue comme un art. Ah oui, mais il a même existé plus de temps que c'était pas un art que c'en était un, en fait. On pourra en parler après, si tu veux. Et du coup, Cartier-Bresson, il a eu ce livre qui s'appelait Image à la sauvette, qui est sorti chez Terriad, et qui a été traduit aux États-Unis, pas par Image on the Soviet ou Image on the Run, mais c'était traduit par l'instant décisif. Et en fait, c'est une étiquette qui lui a toujours collé à la peau. Dans plein d'interviews après, il a dit que c'était pas un photographe de l'instant décisif et que c'était une façon très grossière de d'expliquer son travail. Mais il y a un peu ce truc-là qui est resté dans l'imaginaire de beaucoup de photographes. Cartier-Bresson, instant décisif. Et si cet instant il est décisif, on n'y touche pas, tu vois. C'est soit t'as le bon moment, soit t'as pas le bon moment, mais faut pas y retoucher, tout ça. Et c'est un peu, je pense qu'il y a un peu ce truc-là, cette incompréhension-là qui reste. Et du coup, non, la photographie, elle a été, c'est dans les années 70-80 que ça a commencé à rentrer dans le marché de l'art. Ah, c'est vraiment très récent. Ah ouais, c'est très très récent. Mon père était né, quoi. C'est très très récent. Ça a démarré d'abord aux États-Unis. Cartier-Bresson vendait beaucoup plus aux États-Unis qu'en France. C'est un des premiers à avoir bien marché sur le marché de l'art américain. Et c'est un photographe, Vesna Spolovic, j'ai oublié son nom. J'ai écrit une vidéo sur ce gars-là. Son tireur est hyper connu parce qu'il a fait plein de travaux. Mais ouais, ça a daté des années 70-80, ça a mis du temps. Alors ça a mis du temps, et c'est marrant parce que ça a pas du tout marché en France comme aux États-Unis. C'est-à-dire, en France, on a une conception de l'art qui est, moi je trouve qu'elle fait plus de mal à la photographie que de bien, dans le sens où en France, quand la photographie elle est devenue un art, on a essayé de la faire, enfin, ça a duré hyper longtemps, mais pour la faire devenir un art, on a essayé de la faire ressembler à ce qui existait déjà. Ouais, l'art classique, ouais. Donc, c'est-à-dire, on a fait des portraitistes, et il y avait des héros chez les portraitistes, tu vois, t'as des icônes, t'as Man Ray, t'as machin, tout ça, t'avais des paysagistes, t'as du nu, tout ça. On a repris les catégories de la peinture, et hop, on a essayé de faire rentrer la photographie dedans, et c'est comme ça que c'est passé. Donc c'est bien dans le sens où ça a marché, la photographie elle a été reconnue comme art, mais ça a quand même vachement fermé le truc, et il y a une vision très... Il y a un art qui était hyper nouveau, et on lui a un peu calqué le cadre Beaux-Arts sur la gueule, quoi. Et aux États-Unis, ils ont été beaucoup plus ouverts. Il y a vachement moins ça, il y a plus le côté... comment dire, je saurais pas comment l'expliquer, mais ils ont été plus ouverts sur ce que, ouais, y a pas de meilleure façon de le dire. Ils ont été plus ouverts sur ce qu'était l'art et sur à quoi la photographie devait ressembler. Ils ont été un peu moins fermés. Et toi, personnellement, à quel moment la photographie est devenue un art chez toi? Chez moi? Ouais. Bah, je pense, alors, c'est marrant parce que il y a un côté pompeux avec le fait de faire de l'art, avec lequel je suis pas du tout d'accord. Je pense que dès le début, ça a été de l'art. Mais dès le début. Et en fait, quand tu dis ça à des gens, ils disent, oh, tu te la racontes, machin, t'es un artiste, tout ça. Et je comprends pas du tout, en fait. Pour moi, l'art, c'est une façon de faire. Ça dit rien de ta qualité, de la qualité de ce que tu fais. Il y a une citation de Marcel Duchamp que je donne toujours très mal parce que je m'en souviens jamais mot pour mot, mais qui dit que l'art, c'est un peu comme n'importe quelle épithète. Ça peut être bon ou mauvais, mais que... Ah oui, il dit que l'art, en fait, c'est un sentiment, il peut être bon ou mauvais, mais qu'il y a pas il y a du bon art, du mauvais art, mais c'est de l'art quand même, tu vois. C'est comme un sentiment. T'as des bons et des mauvais, mais c'est quand même un sentiment, tu le ressens, quoi. Et
Et l'art, pour moi, c'est un peu pareil, c'est une façon de faire. C'est-à-dire, à partir du moment où tu es dans une démarche personnelle, où tu mets ta personne dedans, de création, et où ta personne, elle est supérieure à tout le reste, c'est-à-dire elle est supérieure aux gens qui regardent, tu te plies pas à un public comme un professionnel pour qui il y a des commandes et qui paye un public, et elle est supérieure à ton sujet, c'est-à-dire un photographe amateur purement, il va faire des photos de son sujet, et il se plie à lui, il fait une photo souvenir des pyramides d'Égypte qu'il ramène, et il met pas sa personnalité par-dessus. Alors qu'un photographe qui va être plus dans une démarche artistique, sa personnalité elle va au-dessus, et c'est pas l'objet qui a raison, c'est sa vision de l'objet qui gagne tout ça. À partir du moment où t'es dans ce mécanisme, pour moi, t'es un photographe d'art. J'étais un photographe d'art nul, médiocre, tu vois ce que je veux dire, inintéressant. Mais c'était de l'art quand même. C'était du mauvais art. Et en fait, souvent dans la tête des gens, t'as ce côté, tu fais de l'art, donc c'est bien, donc c'est noble, donc c'est grand. Et en fait, pas du tout. Et moi, je passe mon temps à essayer de déstresser les gens sur ça. Juste, vous faites déjà de l'art, c'est juste qu'il est pas terrible, mais c'est pas grave. Mais je trouve qu'on devrait vraiment se décoincer sur ça. Tu fais autrement. Mais tu fais A, tu fais pas B, mais c'est pas pour autant que tu te la racontes et que c'est plus ouf, mais je dirais que je l'ai fait dès le début. Mais moi, très nul. Je me reconnais très très bien. J'ai fait beaucoup d'art dans ma vie. J'ai fait de la chanson. J'ai fait de très mauvaises chansons, mais ça restait des chansons, ça restait de l'art. J'ai fait un livre autobiographique qui est aussi très mauvais, mais pareil, ça reste de l'art. Donc ouais, ça me parle vraiment. Très souvent, les gens avec qui je parle, ils ont toujours une période où ils sont un écrivain qui écrit pas, un photographe qui photographie pas, tu sais, un creux. T'es là et pour une raison dans ta vie, tu sais pas pourquoi, il y a un moment où tu ne produis plus beaucoup. À ta tête, je vois que ça t'est pas arrivé. Ça t'est jamais arrivé à un moment où tu photographies plus, ou tu jouais plus de musique Plus de musique, ça m'est arrivé dans le sens où... Plus de musique, j'ai eu des périodes dans le sens où quand je me suis mis à la photo, vraiment, ça a pris beaucoup de place et j'ai un peu laissé la guitare parce que je venais de découvrir, j'étais à fond. Là, ça doit être 50-50, je sais pas, mais ça doit être... je dois jouer 3-4 heures par Tu semaine. mélanges les deux ou jamais? Il y a pas de projet où tu fais de la musique et de la photo en même temps? Non, j'encourage les gens à faire ça, à mélanger des passions, mais sur la musique, j'ai jamais rien trouvé. T'as de la photo de concert, mais globalement, tu passes ton temps à photographier l'œuvre d'une autre, ce qui m'intéresse pas des masses. Ouais. Après, tu peux suivre des groupes que tu connais, tu pourrais faire un truc sur une... Genre, je pourrais faire un projet sur une salle de musique, un truc comme ça, mais ça m'a jamais Non, plus j'avais plutôt un dialogue, tu vois, avec un pote, on a fait un projet à un moment, c'était, il prenait une photo, Et t'écrivais. et j'écrivais le texte. Et tu vois, ça pourrait être aussi, tu prends une photo et tu fais la musique qui va avec. Pour Noctabilia, j'y ai pensé. Pour Noctabilia, j'aimerais bien que la forme elle soit cool, mais je sais pas. J'aimerais bien faire une forme plus chiadée. Alors, est-ce que ce sera genre des photographies et du texte, où je mélange l'écriture et la photographie, des photographies et de la vidéo, je sais pas, ou de l'édition, je fais un petit zine un peu sympa, un truc. Je sais pas, j'y suis encore loin pour l'instant, j'en suis encore à récupérer de la matière, mais c'est une des pistes où je suis sûr du pourquoi pas. Mais non, j'ai pas eu des masses de trous, mais c'est pas forcément une qualité en fait. Ça fait genre, non, j'ai pas ce problème-là de la page blanche, donc allez vous faire foutre. Mais c'est pas forcément une qualité dans le sens où je suis quelqu'un d'un peu rigoureux. Si j'ai dit que je devais faire un truc, je le fais. Ah, oui, Mais c'est toi qui lis les livres jusqu'au bout, là. Tu t'arrêtes jamais de lire un livre. Non, toi. mais c'est même plus mécanique que ça. Genre, quand j'étais en master, mon premier master, qui était un master de gestion du patrimoine culturel, pour rentrer dans le deuxième master que je voulais faire, qui était à l'école nationale des Chartres, qui est un peu plus prestigieuse, fallait redonner ton dossier en juin, et idéalement, fallait que ton mémoire soit fait, parce que je voulais arriver avec mon mémoire déjà fait pour rentrer en M2 direct. Et du coup, je me suis dit, en fait, comment on fait un mémoire avant la date? Je dis, c'est super facile. Si t'écris une page par jour pendant 3 mois, t'as 99 pages à la fin. Impossible. T'as 90, on est d'accord. T'as 99 impossible. pages. Ouais. Tu relis, tu les relis, tu les fais lire, machin, tout ça, tu l'édites, tu fais ta soutenance, normalement c'est bon. Du coup, je fais ok, je vais faire ça. Et en fait, j'ai démarré en février, genre fin mars, j'avais terminé. T'es la seule personne au monde que je connaisse qui a fait son mémoire avant la date. Mais je l'ai fait genre, je crois que je l'ai fait 3 mois avant la deuxième personne de ma classe, un truc comme ça. Mais c'est mécanique, et genre le bouquin que j'ai écrit, vers la lumière là, j'en ai fait une partie, le premier tiers, je l'ai fait en 3 mois, à côté du travail, un peu le soir, tout ça, machin. Et après, je me suis dit, non, en fait, je vais le finir, je vais prendre 2 semaines de vacances, je vais le terminer. J'écris 2 heures tous les jours, whatever happens. Et en fait, en l'écrivant 2 heures tous les jours, à la fin, il était torché. Une discipline de fer. Non, mais mais c'est pas que à mon avantage, dans le sens où je suis capable de le faire, même si ça me saoule. Je prends l'exemple du livre. Pour moi, si j'étais à ta place, ça me saoulerait de devoir lire un livre. Il y a des livres, je suis bien content de ne pas avoir fini, parce qu'en fait, il valait pas le coup. Donc, c'était... Non, je suis content de l'avoir. J'en ai vendu 1200 et les témoignages sont plutôt cool. Non, pas d'écrire, je parle de lire. Si tu t'obliges à lire des livres à chaque fois au bout, Ah oui. ça te fait lire des mauvais livres.
Ouais, mais c'est rare qu'ils soient mauvais, je fais un peu gaffe. C'est rare qu'ils soient mauvais ou ils sont mauvais, ils sont pas longs. Mais mauvais et long, j'en ai eu un et j'ai abandonné. Mais du coup, non, j'ai pas ce truc-là, mais ça m'est utile parce que c'est une force de travail, dans le sens où je suis capable de dire, ok, je fais ça, tu vois, genre, les vidéos YouTube, par exemple, quand j'y avait une par semaine, jamais une fois il y en a eu une en retard. Ouais. Parce que, ok, j'avais le planning, telle date, faut que ce soit écrit, et j'ai pas le choix, et telle date, je tourne les 10 et j'ai pas le choix, et voilà. Mais par exemple, je suis capable de me forcer à faire des trucs qui me plaisent pas, du coup. Ouais. Parce que ça pousse le truc au bout, et par exemple, la photo de rue, ça a été un peu ça, c'est senti sur les images, il y avait ce côté, bon, allez, je prends mon appareil parce que je dois faire des photographies de rue pour avoir un projet machin, j'ai fait quelques sorties, et tu sens que dans les images, même moi, ça me fait chier, en fait. Que moi j'ai par exemple, c'est je n'écris pas un truc qui me fait chier. En fait, et du coup, quand j'arrive pas à être discipliné sur un projet, bah c'est souvent Alors, il y a des exceptions. Parfois, il y a des trucs que je devrais faire et je fais pas. Notamment un livre qui traîne sur 3 ans, tu vois. Mais très souvent, quand je fais pas, je sens qu'en fait, c'est parce que j'ai pas envie. Et c'est comme ça que je trie. Sur les 25 idées que j'ai de grands projets, je les trie avec les 2 qui me font plus kiffer, quoi. Ah, mais le problème, c'est que moi, j'ai toujours la vision long terme qui me motive, en fait. C'est la vision long terme qui me motive. Genre, là, par exemple, la formation que j'ai fait, j'ai un peu galéré. Parce que j'ai voulu lancer un produit. En fait, j'ai eu une idée de truc en me disant, je vais faire un truc qui s'appelle 20 livres pour faire votre culture photographique, où je fais une formation sur 20 bouquins que je te présente. Tu l'as fait, t'as un peu de culture. Et en gros, en 3 heures, voilà. Le problème, c'est le droit d'auteur. Ça a été hyper chiant. J'ai commencé à bosser, tout ça, dessus. C'est pas grave, parce que le contenu que j'ai, je le recyclerai ailleurs et c'est pas perdu, ce travail. Il est loin d'être perdu, mais j'ai perdu du temps sur ça. Après, je me suis lancé sur un autre projet, qui s'appelait S'auto-évaluer en photographie, que je terminerai plus tard. Mais en gros, le problème de beaucoup de photographes, c'est comme je te dis, il y a peu de gens compétents, et les gens compétents n'ont pas le temps de faire des retours. Et quand tu sors de cette photographie technique et impersonnelle et que tu veux des retours sur ton travail, c'est très compliqué d'en avoir. C'est très très compliqué d'en avoir. Et du coup, je voulais faire un truc sur l'auto-évaluation. Et finalement, je me suis dit, je vais envoyer un mail à ma liste, leur faire un sondage sur ce dont ils ont besoin. Et après, c'est pas compliqué. Le plan de ma formation, c'est les top 6 priorités des gens dans l'ordre logique, quoi. Et mais du coup, après, je l'ai écrit. Là, j'ai fini l'écriture. Je commence à faire le PowerPoint. Tout ça, c'est des tâches que j'ai pas envie de faire. Très clairement, tu vois. Très clairement, j'ai envie de jouer à Fortnite. J'ai envie de jouer de la guitare, de faire des photos et de faire des soirées, tu vois. Très clairement, j'ai jamais j'ai envie de passer des soirées à faire du montage, tout ça. Mais en fait, ce qui me motive et ce qui me garde sur le long terme, c'est vraiment le long terme. C'est de me dire, ok, ouais, YouTube, c'était 1 an et demi, c'était long, mais j'ai 6600 abonnés maintenant. Donc quand je fais une vidéo, il y a un point de mobilisation. Le blog, c'était 5 ans de taf, mais il y a pas longtemps, c'est de la procrastination intelligente. Au lieu d'écrire sur la formation, j'ai fait du gros nettoyage technique sur le blog que j'avais pas fait depuis longtemps. Il y a plein de programmes WordPress, tout ça, donc j'ai bricolé le truc pour que ce soit beaucoup plus rapide, beaucoup plus beau et mise à jour des vieux articles, tout ça. Bref, c'était un taf technique. Ce qui m'obligeait à revoir les vieux articles, je me dis putain, mais j'ai quand même fait un taf de bâtard sur 5 ans, quoi. Et ça, j'en suis fier et tu peux pas me l'enlever, en fait. Il y a quand même ce truc-là qui est là. Et pareil, là, sur la formation, sur le truc de long terme, je me dis ok, je pense qu'elle va sortir en octobre. Là, les seules choses qui la retardent, c'est ma flemme, parce que très concrètement, en 1 semaine de taf, c'est terminé, hein, vraiment. Mais il y a ce truc-là de me dire ok, elle va sortir. Et il y a une source de revenus qui va arriver, ce qui est motivant. Je veux dire, on fait pas ça pour la gloire. Très clairement, tu dis ok, ouais, ça va faire un billet, la source de revenus, elle va être là. Et après, il y a la deuxième, et après, il y a la troisième. Après, tu prends de l'indépendance, tu peux faire plus de contenu. Et sur moyen terme, tu te dis, ouais, ça vaut le coup quand même de faire tout ça. Donc, je sais pas. Si jamais t'avais accès à toute l'humanité, et tu peux leur montrer une œuvre, soit que t'as déjà faite, mais probablement que t'as pas encore faite, tu montrerais quoi aux gens? C'est quoi le truc, si tu meurs, t'es deg que ce truc soit pas sorti? Forcément un truc à moi. Ouais, plutôt. Plutôt un truc Ah ouais. que je projette de faire. Sinon, je montrerai Never Gonna Give You Up. Je ricrollerai tous les gens de la Terre. C'est quoi? Never Gonna Give You Ah. Never Gonna Let You Down. Tu sais, rickroller les gens. Je pense que je ferais ça à l'humanité et je partirais comme ça. Mais si je devais montrer une œuvre, une des mille... Pas forcément un truc que t'as déjà fait, hein. Peut-être t'as un truc que tu prévois de faire et que tu kifferais. Genre là, si tu meurs maintenant, tu serais deg de pas l'avoir produite, quoi. Ben, en fait, je sais pas, parce que le truc, c'est que je te dis, quand t'as cette démarche personnelle de le faire avant tout pour toi, le truc, c'est, tu vois, par exemple, il y a un projet que j'ai commencé et j'ai pas montré depuis 2 ans. Mais moi, il me fait kiffer et je vais le montrer, les gens, ça va leur plaire, ça va pas leur plaire, mais je m'en fous, je le fais avant tout parce que moi, ça me fait kiffer d'avoir ce truc-là, etc. Donc en fait, montrer un truc à toute la planète avant de partir, alors que moi-même, je m'en bats les couilles de leur avis, ouais, je prendrais une photo à moi en disant, ok, vous avez vu celle-là, toute l'humanité la connaît, mais ça me chaufferait pas plus que ça, en fait. C'est de plaisir.
à partir du moment où tu le produis avant tout pour toi, mais ça te rend, ce qui est trop bien, c'est que ça te rend totem d'immunité au retour des réseaux sociaux. C'est-à-dire, je suis pas immunisé au retour s'il y a des gens à qui j'accorde de l'importance à la vie, qui me disent genre ça c'est vraiment de la merde, je vais dire ok merde, ça fait chier. Mais par exemple si les gens like pas des photos, tout ça, je m'en bats les couilles parce que je connais pas leur niveau, je connais pas leur avis et ça me chauffe. Donc non, j'aurais pas de réponse à te donner. Après s'il en faut vraiment une pour le podcast. Non, pas une. Mais cool. Déjà merci Thomas. Merci beaucoup Nicolas. Si on doit te retrouver, où est-ce que j'en ai te retrouve? Sur Google, il suffit de taper mon nom. Amoudi et te retrouve. C'est ça, tu tombes sur mon blog et t'as des liens. T'as tout ce qu'il faut. Amoudi, H-A-2-M-O-U-D-I. On l'a mal écrit toute mon enfance. Donc, Ce sera le mot de la fin. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si tu écoutes ça, c'est que l'épisode t'a tenu suffisamment en haleine ou que tu as eu la flemme d'arrêter le son parce que le bouton était trop loin. Si par un hasard extraordinaire, tu écoutes cet épisode alors que tu n'es pas abonné à l'Atelier Galita, c'est le moment de me rejoindre. Tape Atelier Galita dans Google et laisse ton email sur la page. L'Atelier Galita, c'est mon espace de création. L'idée, c'est de t'envoyer une dose d'inspiration chaque matin dans ta boîte email. Il n'y a pas de thématique particulière, mais il y a une promesse, te proposer l'inverse des actualités. C'est-à-dire que là où les actualités sont anxiogènes, éphémères, futiles, je te propose un contenu épanouissant, intemporel, utile. Tu peux évidemment aussi t'abonner sur la plateforme que tu utilises pour écouter et laisser un avis sur ce podcast. Ceci étant dit, je te dis encore merci de m'avoir écouté et à dimanche prochain, 18h, pour un autre épisode du Syndrome de la Page Noire. D'ici là, garde la pêche et mange des poires.